Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. On voit de plus en plus certaines ONG intégristes demander aux Africains de ralentir leur développement pour freiner soi-disant la dégradation de l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. On annonce que le dérèglement climatique s'accompagnera d'une baisse des rendements agricoles, des saisons de végétation brèves et les modifications du régime des précipitations. La population en Afrique devrait atteindre 2 milliards dans moins de 37 ans et, dans 86 ans, 3 naissances sur 4 se produiront sur le continent. Mais pourquoi l'Afrique est-elle harcelée face au changement climatique? L'Afrique doit-elle rester pauvre pour que la planète respire? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Géoécologie, rapport du GIEC sur le dérèglement climatique, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle harcelée? À cette interrogation, il y en a une autre. L'Afrique doit-elle rester pauvre pour que la planète respire? C'est encore une autre interrogation. Cette interrogation, mesdames, messieurs, est celle de François Soudan. Apparemment, il y a des questions au sommet sur l'Afrique sans les Africains. Et celle-ci concerne l'environnement. Eh bien, l'Afrique doit-elle rester pauvre pour que la planète tout entière respire? Exiger des Africains, comme le font certaines ONG intégristes, qu'ils ralentissent leur développement pour freiner la dégradation de l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre serait profondément immoral. Le dernier rapport des climatologues du GIEC nous est tombé dessus le 9 août dernier, comme une pluie d'orage sur le mont Cameroun. Le scénario qu'il nous décrit pour le demi-siècle à venir, celui que vivront nos enfants et nos arrière-petits-enfants, ressemble à un voyage sans retour vers ce que le Financial Times appelle l'enfer sur Terre. Celui d'une planète en surchauffe, ravagée par des catastrophes dues à une température globale la plus élevée depuis 125 000 ans et à une hausse du niveau des mers la plus rapide depuis 10 000 ans. Voilà ce qu'on nous réserve, mesdames, messieurs. Code rouge pour l'humanité. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, parle d'un code rouge pour l'humanité et John Kerry, le monsieur climat de Joe Biden, d'un multiplicateur de menaces sans précédent. Il ne s'agit plus de savoir si le pire est à venir, mais d'imaginer comment y survivre. Tel sera, nous dit-on, le défi unique auquel aura à répondre le COP26, ou alors la COP26 de Glasgow en novembre prochain, la plus cruciale sans doute de toutes les COP. Eh bien, mesdames, messieurs, et l'Afrique dans tout cela? Où est la place de l'Afrique dans tout cela? Puisque c'est eux qui coupent le bois, c'est eux qui forent le pétrole, le gaz, tout ce que vous pouvez imaginer, bauxite. C'est eux qui viennent sur le continent africain, mais c'est également eux qui disent qu'il ne faudrait pas que l'Afrique se développe, que l'Afrique, il faut le dire également, s'industrialise. Les projections du rapport GIEC n'épargnent pas le continent africain. Épisodes de chaleur et de sécheresse extrêmes au Maghreb, en Afrique australe, au Sahel et le long de la bande atlantique allant de Dakar à Abidjan. Érosion côtière ravageuse d'Accra à Luanda, raréfaction des pluies sur le plateau d'Abyssin et trombes d'eau sur le bassin du Congo, incendie de forêt, inondations, affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs pour l'usage, on va le dire, des terres, insécurité alimentaire, exode rural. Voilà ce qu'on a promis au continent africain, ou alors voilà ce que, on va le dire comme ça, ces études nous font savoir. Voilà ce que l'Afrique va subir dans les jours à venir, nous dit-on. Dans cet avenir proche et chaotique, seuls les groupes terroristes qui recrutent sur le terreau des cataclysmes risquent de trouver leur compte. Démunis face aux énormes dépenses nécessaires à l'adaptation climatique et à la prévention des catastrophes naturelles, exactement comme ils le font face à la pandémie du Covid-19, les gouvernements africains préfèrent pour la plupart regarder ailleurs. Pourtant, voilà le sujet qui est débattu en haut lieu sans les Africains. Quand le sentiment d'impuissance se conjugue avec l'urgence de trouver les fonds nécessaires pour payer chaque fin de mois les fonctionnaires et les retraités, le souci des générations futures n'est pas justement cette priorité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout pour dire au monde entier, cette Afrique nous appartient, cette Afrique nous voulons en faire ce que nous voulons. Pourquoi est-ce que vous avez industrialisé l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Australie et bien d'autres encore, mais vous refusez aujourd'hui
que l'Afrique elle-même s'industrialise, que l'Afrique se développe. C'est sur l'Afrique que vous comptez pour préserver l'environnement, pour préserver l'écologie. Finalement, de qui se moque-t-on? Rares aussi sont les chefs d'État qui ont compris que l'économie verte est la success story, nous dit-on, de la décennie en cours, comme le démontre d'ailleurs l'étonnante réussite des obligations de croissance durable lancées par le Bénin à la mi-juillet et triplement souscrites depuis. Pourtant, ONG et société civile se mobilisent de plus en plus autour de la cause. Le baobab de la musique sénégalaise, Omar Pène, vient de sortir Climat, un album consacré à la crise écologique, déjà chanté sur un mode militant par Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Tiken Jah Fakoly et quelques autres stars d'Afrique de l'Ouest. À se demander, est-ce que les Africains n'ont absolument rien compris? Sont-ils en retard? Ne comprennent-ils pas les enjeux du moment? Ne comprennent-ils pas les défis du moment? Il faut développer l'Afrique, mais pendant ce temps, en haut lieu, au GIEC, on fait des plans en nous faisant savoir justement que le feu il y aura ici, les tornades, le climat va changer, la sécheresse et tout ce qui va avec. Et la jeunesse urbaine est de plus en plus consciente, elle aussi, elle parle du stress climatique, elle parle également du réchauffement. Et jusque-là, intuitivement, le paysan de Casamance, le paysan de la Damawa, le paysan de Esseng ou du Katanga est capable également de reconstituer la chaîne qui mène de l'émission de gaz à effet de serre à la qualité de sa récolte. Qu'est-ce qui se cache, messieurs, derrière ces études du GIEC? Moi, je vous poserai la question, l'Afrique est-elle obligée de rester pauvre, alors doit-elle rester pauvre pour que la planète respire? Je me tourne vers vous, Dr Yamben Timba. Écoutez, l'histoire est jalonnée de beaucoup de fours à gaz. Et quelquefois, vous vous demandez de quoi nous parlons. En réalité, quand vous lisez les rapports du GIEC, vous êtes parfois très embarrassé parce que on a l'impression qu'on prend les conséquences pour l'élément essentiel et on oublie les causes. Posez-vous la question de savoir qui contrôle les sources de ces effets, de ces émissions à effet de gaz de serre, et vous, de ces émissions de gaz à effet de serre, oui. Et vous saurez en réalité quel est l'enjeu essentiel. Le GIEC est soutenu essentiellement par les démocrates aux États-Unis et par la gauche en Europe. Mais depuis Kennedy, les démocrates américains roulent sur le plus gros tas de cadavres dans le monde. Donc, il faut faire très attention à cela. J'aime Barack Obama et ses partis, Clinton ou Biden, mais c'est ça les faits historiques. C'est eux qui ont provoqué le plus de guerres, qui ont largué le plus de bombes et qui ont détruit le plus de personnes dans l'humanité. Qu'est-ce que vous croyez? Changement, vous parlez de changement climatique, des gaz à effet de serre. Mais lorsque vous avez, par exemple, un pays comme la France qui croit que l'assainissement de nos villes dans le cadre du C2D, ça veut dire venir construire des caniveaux améliorés. Contrat, désendettement et tout ce qui va avec. Voilà. C'est venir construire des caniveaux améliorés, enfin un peu plus élargis à Douala au lieu de construire des vrais drains ou de penser que c'est les drains qui vont forcément régler la chose. Mais il y a quand même un problème. Quelle est cette ville dans laquelle vous passez votre temps à construire sur le lit des rivières et le lit des fleuves et vous pensez qu'il n'y aura pas de dérèglement climatique? Quels sont ces pays où vous... C'est-à-dire que toute la journée, vous ne voyez passer que des grumiers. Oui. Et ces gens-là, ils coupent des arbres qui ont des centaines, des dizaines d'années d'existence. Ils ne les remplacent par rien. Des milliers d'années. Des milliers d'années, voilà, des centaines d'années, certains. Ils ne les remplacent par rien. Et tout le monde est d'accord, en tout cas dans les groupes de ceux qui contrôlent la production en Afrique, c'est-à-dire essentiellement les Européens et les Nord-Américains. Ils sont tous d'accord pour vous dire oui, mais l'Afrique a le deuxième poumon du monde. Laissons le reste du monde, parlons de l'Afrique. L'Afrique, c'est le deuxième poumon du monde. Alors donc, le Cameroun ne doit pas construire de barrage. La RDC ne doit pas construire de barrage pour l'électrification de ces villages. Oui. Alors donc, nous avons les mines de fer de Mbalam, on ne doit pas les exploiter. Pendant ce temps, les gens ont complètement désherbé leur planète. Ils ne peuvent même pas mettre en place des programmes de reforestation comme on en voit au Kenya. Le Kenya
une compagnie comme la compagnie aérienne nationale kenyane plante 100 000 arbres par an. Et les gens L'initiative de Wangari Maathai, hein. Oui, enfin, ils soutiennent, oui, l'initiative de Wangari Maathai, qu'elle repose en paix. Alors, vous avez beaucoup d'initiatives africaines. Les gens vont venir vous dire, ouais, mais l'Afrique, vous savez, le dérèglement climatique. Mais les Africains ont décidé de construire un long... ils ont décidé de construire un long couloir forestier qui devra partir de la Mauritanie, du Sénégal, jusqu'en Éthiopie, au Kenya. La fameuse muraille verte longue, elle est épaisse, elle devra avoir une épaisseur, une largeur de 8 km et elle devra s'étendre de l'Atlantique à l'océan Indien. Mais pendant ce temps, c'est vous qui organisez les guerres dans le Sahel pour qu'on ne construise pas ça. À la fin, il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Les Africains ont les solutions, vous ne les laissez pas faire. Pendant de longues années, il y a des experts camerounais qui ont étudié comment alimenter le lac Tchad à partir de l'océan Atlantique. Soit en puisant de l'eau à partir de Limbe, soit en puisant de l'eau à partir de Kribi. Pourquoi vous ne laissez pas les Africains faire? Kadhafi a construit la rivière artificielle. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez tué. Et est-ce qu'il y a eu un seul expert du GIEC qui a condamné ça? Tout ce qu'ils ont vu, c'est les gaz à effet de serre. Ils n'ont pas vu que cette rivière artificielle permettait de réguler le climat. Ils n'ont pas vu ça. Donc, ils se sont réveillés un beau matin et ils se sont rendus compte que, subitement, l'Afrique, ça va être... On va avoir les tornades partout, on va avoir les inondations partout. Mais on en a déjà à cause de faux programmes comme ceux de ce qu'ils appellent les drains partout parce que les gens veulent recycler leurs fonds et ils font tout et n'importe quoi. Quand on construit des villes, on libère les emprises des rivières, on plante des arbres et c'est ça qui permet d'éviter les inondations parce que l'eau est mieux retenue par les herbes, par la végétation drue, épaisse et par les racines des arbres que par les drains que vous mettez partout pour poser les immeubles sur les lits des rivières. Comment vous allez faire avec ça? C'est vous qui dites que les Africains doivent... En fait, vous dites aux Africains tout ce qu'elles peuvent être les conséquences. Hein. C'est-à-dire que si il y a 1,5 degré de plus ou 2 degrés de plus, c'est à cause d'eux. C'est les Africains qui organisent les safaris partout et pillent la forêt en Afrique. C'est les Africains qui, avec moins de 5%, peut-être 2% de la production mondiale, c'est eux. En fait, le problème auquel vous êtes confrontés dans ces rapports du GIEC, le voici. Et ce qu'on ne dit pas. Vous avez des gens qui contrôlent la production des richesses dans le monde. Et ces gens-là, à un moment donné, se rendent compte de l'impact de cette production sur de la qualité. C'est pas le volume, c'est la qualité en fait. C'est-à-dire que les gens ont bloqué l'évolution scientifique pour des intérêts purement financiers. Je veux vous rappeler un événement, un épisode assez curieux dans les années à la fin du 19e siècle. Vous entendez souvent parler de Nikola Tesla. Oui. Vous savez pourquoi on l'a tué? Parce que le conflit opposait Nikola Tesla et Carnegie, celui qu'on appelle le roi de l'acier, et qui était le plus gros investisseur dans le cuivre à l'époque. Donc, ces gars-là, ils s'affrontent. Ils s'affrontent pourquoi? Ils s'affrontent parce que Tesla vient de découvrir comment on peut conduire de l'électricité. Il vient de redécouvrir comment on peut conduire de l'électricité sans fil. Technologie qui était connue dans l'Égypte antique. Ça vous a jamais intrigué qu'on s'éclairait dans du temps des pharaons, mais il n'y a jamais eu, il n'y avait pas les pharaons ne connaissaient pas les bougies électriques. Non, ils ne connaissaient pas les bougies. Oui. Les bougies, ils n'utilisaient pas les bougies. Parce que quand vous utilisez les bougies, dans les temples, on retrouve des dépôts de carbone. Ça vous a jamais intrigué? Comment ils s'éclairaient? S'ils n'utilisaient pas de bougies, ils s'éclairaient comment? Et donc, Nikola Tesla vient de redécouvrir cette façon de faire. Comment on peut transmettre de l'électricité sans fil. Aujourd'hui, vous avez des téléphones qui se rechargent sans fil. Nikola Tesla vient de redécouvrir ça. Le problème, c'est que Carnegie et ses amis ont des intérêts énormes dans des mines de cuivre. Donc, soit on va conduire l'électricité avec des câbles en cuivre, soit on va conduire l'électricité sans fil. Il y a une technologie qui est verte, il y en a une autre qui est polluante. Et les lobbies vont préférer Carnegie. C'est pour ça qu'on a des mines de cuivre de cette ampleur-là aujourd'hui et cette pollution-là. Et puis les gens vont se lever et vont commencer à vous raconter des histoires. Deuxième chose, savez-vous que le moteur à eau existe depuis 1905? Pour quelle raison est-ce qu'on a refusé d'utiliser le moteur à eau
Et aujourd'hui, on utilise un moteur à explosion qui utilise du pétrole, qui est une énergie fossile qui pollue énormément. Pourquoi? Eh bien, messieurs, parce que c'est des intérêts financiers. C'est ceux qui contrôlent la production qui décident des choix technologiques. Et ceux qui contrôlent la production ont décidé de polluer la terre. Point. Imaginez la quantité de câbles de cuivre qu'on a produit depuis la fin du 19e siècle, alors qu'on aurait pu éviter ça. Imaginez la quantité de barils de pétrole qui ont été produits depuis 1905, alors qu'on aurait pu éviter ça. On n'est pas obligé de faire fonctionner nos bateaux ou nos avions ou nos voitures avec du pétrole. Du tout. Il y a des technologies alternatives connues depuis longtemps. Mais on refuse justement de passer par là. Parce qu'ils estiment, c'est un peu comme ce responsable français qui disait que le vélo n'est pas bon pour l'économie. Parce que le vélo ne permet pas d'avoir un garage, ne permet pas d'avoir des stations-service, le vélo ne permet pas d'avoir des, comment on appelle ça, quand vous allez, de vidange, des espaces de vidange, etc. Donc le vélo, c'est pas aller justement dans un garage. Oui, voilà, le vélo, c'est pas bon pour l'économie. Donc lorsque vous avez cette orientation d'esprit-là, vous irez vers ce qui va donc vous permettre de maintenir, en fait, ce que vous produisez. Et donc de maintenir votre capacité à contrôler l'économie à travers ces activités, puissent-elles être polluantes. Donc le GIEC a un problème, de mon point de vue, enfin disons c'est ce que je ressens quand je lis leur rapport. C'est qu'ils sont sur les conséquences, ouais, les émissions de gaz à effet de serre. Mais ces gaz à effet de serre sont émis... Sont créés par qui? Par quoi? Comment? Oui. Est-il possible d'y mettre fin? Parce que après, les gens, ils sont là, ils vous parlent de l'Afrique, ils vous parlent de ci, machin. Vous savez qu'un bateau, un simple yacht, je ne parle pas des super yachts, ça c'est encore pire. Un simple yacht, vous imaginez le nombre de marines qu'il y a dans le monde? C'est-à-dire que pour le simple plaisir des gens, les yachts qui sont produits dans le monde, c'est des millions de yachts. Or, un yacht, un simple yacht, pollue autant que 100 à 200 voitures. Vous comprenez? Donc, les gens sont là. Ils sont des choses qui les amusent. C'est-à-dire que pour le fun, est-ce que c'est nécessaire que les gens aient de tels biens? On ne dit pas qu'il faut limiter la capacité d'imagination des êtres humains. Mais on aurait pu alimenter, donner une source d'énergie alternative à ces choses-là. Mais comme les gens avaient des intérêts dans une autre, on a préféré celle-là. Et on a des capacités de pollution. On a bridé le développement de la science. Et on se retrouve donc avec des problèmes qu'on ne veut pas attaquer. Est-ce que vous avez entendu? C'est comme un peu ce qui se passait à un moment donné en Californie. Les gens arrosent leur jardin en utilisant l'équivalent de l'eau que donc peuvent avoir besoin 500 ou 1000 ménages. Aujourd'hui, ils sont là, ils pleurent, ils disent qu'il n'y a pas d'eau en Californie. Mais vous étiez obligé d'arroser les jardins. C'était vraiment plus important que de permettre à tout le monde de boire de l'eau. C'était pour leur plaisir personnel. Alors donc, vous privilégiez votre plaisir et vous ne voyez pas les enjeux sur le monde. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Et je crois que l'astrophysicien, le professeur Mbelek, explique mieux ces phénomènes sur le plan physique, à savoir qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer une catastrophe à 1000 km de là. C'est des phénomènes physiques. Donc, les gens ne se rendent pas compte que le fond du problème, ce n'est pas qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, qu'on va avoir une augmentation, une élévation de la température d'1,5 à 2 degrés, qu'il va y avoir des inondations. C'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'économie capitaliste s'arrête. Et l'économie capitaliste ne veut pas s'arrêter. Et parce que l'économie capitaliste ne veut pas s'arrêter, le monde court à la catastrophe. Donc, il faut qu'on arrive à mettre fin à l'économie capitaliste. Je me répète, que l'économie capitaliste s'arrête. Qu'on mette fin à l'économie capitaliste, il faut que je le dise en d'autres langues, peut-être pour que les gens comprennent, mais c'est ça qui provoque tout ce qu'on est en train de faire. Au point de nous faire douter de la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, tout se transforme. Mais en fait, l'autre chose aussi, et c'est ça l'un des problèmes aussi sur le plan scientifique qui se pose à ce niveau-là. Si tout se transforme, rien ne se crée. Alors nous avons la capacité de transformer les choses, de les remettre... Et de les recréer. La difficulté aujourd'hui, c'est que, est-ce que ceux qui ont des intérêts dans le cuivre, dans le transport de l'électricité par câble, ils ont intérêt à ce qu'on revienne aux technologies de Tesla? Non, du tout. Est-ce que ceux qui ont des intérêts dans le pétrole, les hydrocarbures, ils ont intérêt à ce qu'on revienne aux moteurs à hydrogène,
aux moteurs à eau. Vous vous souvenez de la mort du directeur général de Tata Motors, qui est une entreprise indienne en Thaïlande? Il allait présenter la voiture de cette entreprise qui devait fonctionner à l'eau. Et le lendemain matin, on l'a retrouvé mort dans son hôtel. Donc, en fait, il y a des choix. Et c'est ça que le GIEC doit pointer du doigt. Le GIEC ne pointe pas du doigt les vrais problèmes. Le GIEC va pointer du doigt les conséquences de ce qui est là. Et il va commencer à vous dire que, vraiment, pour cela, il ne faut pas que le Cameroun s'industrialise. Le Cameroun va s'industrialiser. L'Afrique va s'industrialiser. On ne demande pas aux gens de venir le faire pour nous. Parce que quand nous allons mettre fin, pour ce qui est de l'Afrique francophone, fin au franc CFA, nous aurons les mains libres pour nous industrialiser. Première chose. Deuxième chose, il va se passer que nous allons nous industrialiser parce qu'il est immoral et inacceptable que nous laissions 1,5 milliard de personnes. L'Afrique a 1,4 milliard d'habitants. Elle est autant peuplée que la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, on ne va pas laisser 1,5 milliard de personnes coupées dans la misère. Mais vous savez que le principe de 1884 à Berlin, le principe de la colonisation, de l'impérialisme, c'est que l'Afrique reste la source des matières premières. C'est pour ça qu'il y a un coup d'État en Guinée. Et un débouché pour les produits manufacturés de chez les autres. C'est pour ça qu'il y a également le blocage en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'un pays comme le Cameroun est devenu la bête noire de tout le monde. C'est-à-dire que même pour organiser un simple championnat, tout le monde nous crie dessus. Donc, il se trouve que voilà la raison pour laquelle l'Afrique est dans cette situation-là. Oui. Voilà la raison pour laquelle nos gars qui ont laissé leur famille, qui se battent pour que notre pays reste debout, nos militaires, nos policiers, nos gendarmes sont les gars les plus attaqués dans le monde et par nos propres concitoyens qui sont les relais de l'impérialisme. Ça ne passera pas. Ces gars feront leur travail avec le soutien de ceux qui pensent qu'une armée est sérieuse et que notre armée est professionnelle. Et il se trouve que les gens du GIEC, je les aime bien. Ils sont sympathiques. Al Gore est très sympathique. Un type sympathique, non? Bon. Non, il est sympathique. Il est souriant. Il est souriant. On sent que c'est ironique. C'est une boutade. Non, ils sont... Non, je veux dire qu'ils sont sérieux. Hein? Ces gars-là, ils peuvent être sympathiques. Ils semblent vraiment se soucier de la nature. Notre ami Alok Sharma, qui va présider le GIEC, le COP26 à Glasgow. Je le trouve très sympathique, tous ces gars-là. Je trouve le secrétaire général de l'ONU très sympathique. C'est-à-dire qu'on fait un rapport, un résumé exécutif qu'on envoie aux décideurs, et les seuls gens à qui il parle, c'est aux Africains. Alors que lui, son rythme de vie est tel qu'il pollue autant que 10 000 Africains. Le secrétaire général de l'ONU. La vie du secrétaire général de l'ONU est telle qu'il pollue, qu'est-ce que j'ai dit, 10 000, il pollue autant qu'1 million d'Africains. C'est-à-dire quand vous prenez les avions, les voitures, son train de vie, il pollue plus que 1 million d'Africains. Mais il se lève quand même, il s'adresse aux Africains. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fait partie de la classe de ceux qui contrôlent la production et de ceux qui ont donc fait le choix de refuser les technologies qui sont réellement vertes et de pouvoir aller. Par exemple, là je vais terminer, l'agriculture. La façon dont l'agriculture est organisée aujourd'hui avec un apport chimique extraordinaire est-il nécessaire? Non. Pourquoi est-ce que les gens ont fait ce choix? Tout simplement parce qu'avec ce choix-là, ils préservaient leur capacité à avoir la même mise sur les économies et sur les peuples et à orienter le destin du monde dans le sens qu'ils préfèrent, celui de la destruction de l'humanité naturelle pour arriver à une humanité qui est tout à fait autre chose que l'être humain qui est celui au centre même de tout. Voilà. Président Banakani, eh bien, on nous réserve d'ailleurs un avenir très calamiteux. Épisode de chaleur, je commencerai par là, et de sécheresse extrême au Maghreb, en Afrique australe, au Sahel et le long de la bande atlantique allant de Dakar à Abidjan. Érosion côtière ravageuse d'Accra à Luanda, raréfaction des pluies sur le plateau d'Abissin et trombe d'eau sur le bassin du Congo, incendie de forêt, inondations, affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs. Je vous poserai donc la question, les mondialistes veulent-ils faire main basse sur les richesses africaines? Vous venez d'écouter la brillante démonstration du docteur Yang. Quand vous avez écouté ça, il y a un sort qu'il faut réserver à tous ce charabia. C'est du papier hygiénique. Vous allez aux toilettes, vous avez fini, vous utilisez ça. Oui. Et c'est tout. Ça s'appelle le temps répéter les bêtises d'une bande de criminels. Ça. Moi, j'aborde la question dans la continuité du Dr Yam qui a posé le problème central de cette affaire, c'est est-ce que le monde peut dépasser le capitalisme? C'est tout l'enjeu de cette affaire. Ce n'est pas deux choses, c'est tout l'enjeu de cette affaire. C'est-à-dire qu'on nous présente le capitalisme comme l'horizon indépassable de l'humanité. Oui. Et s'il est en crise,
pour le prolonger, il faut anéantir l'espèce humaine, le transformer, le transhumaniser, pour les besoins de la prolongation du cycle de vie du capitalisme, mon cher gosse. Et pour donc transformer l'être humain contre sa volonté, parce que le capitalisme c'est quoi? C'est d'abord, il exploite les ressources de la nature à un niveau extrême. Vous êtes gentil. Il est l'ennemi de la nature. C'est le mot. Il est l'ennemi de la nature. Il est incapable d'être en harmonie avec la nature, le capitaliste. Il est incapable. C'est impossible pour lui. Deuxièmement, comme l'exploitation de la nature en elle-même ne rend pas riche, il a été obligé d'exploiter l'être humain. On appelait ça le prolétaire. Il a exploité l'être humain et l'exploitation de l'être humain a débouché sur une crise majeure et extraordinaire. C'est qu'il se retrouve aujourd'hui avec une démographie, n'est-ce pas, une démographie au niveau de la planète qui, d'après leur lecture, est extrêmement dangereuse pour eux. Monsieur Ngoz. Donc, il faut donc passer à un nouveau type d'exploitation. Il faut exploiter autre chose que l'être humain. L'être humain est de trop sur la terre. Pour les capitalistes, l'être humain est de trop sur la terre. Les êtres humains sont trop nombreux et ça énerve les capitalistes. Ça les effraie. Parce que le capitaliste n'aime pas l'être humain. Si on ne comprend pas cette base, cette matrice fondamentale du capitalisme qui n'est jamais à voir en public, n'est-ce pas, on divague. Le capitaliste n'aime pas l'être humain. Et aujourd'hui, ce que le monde vit démontre cette assertion-là plus que tout, ce qu'on vit. Donc, comme on n'aime pas l'être humain, comme il faut maîtriser la démographie, ce sont des thèses néo-malthusianistes, on connaît depuis. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un gouvernement mondial. Il faut qu'on gouverne le monde à l'échelle de la planète, par le biais de la technologie de gouvernement, une nouvelle technologie de gouvernement. Vous avez vu, depuis, il y a une panoplie qui est là. D'abord, on a développé une capacité de créer un homme en laboratoire. C'est-à-dire, on va se passer de la procréation naturelle, homme-femme. Donc maintenant, on peut vous créer un homme en laboratoire, on peut produire l'être humain en série. La loi bioéthique en France a consacré ce projet de manière claire. En plus de ça, on maîtrise le climat, c'est-à-dire le processus naturel du climat. Le processus naturel écosystémique qui fait que la nature se reproduit elle-même par les mécanismes qu'elle développe elle-même, n'est-ce pas, est aujourd'hui remplacé, n'est-ce pas, par des processus technologiques. C'est-à-dire que ce que je voulais vous dire, quoi, c'est que les capitalistes, n'est-ce pas, ont développé des moyens qui ne sont pas connus des êtres humains, de la majorité, des moyens extraordinaires pour changer le climat quand ils veulent. Quand ils veulent. Ça s'appelle la guerre géopolitique écologique. Ils ont ces capacités-là. On peut créer des pluies acides, on peut créer des tremblements de terre qui n'ont rien à voir avec un tremblement de terre naturel. On peut saccager les lits des fleuves, très bien, et on intoxique la nature. On intoxique la nature. Comme aujourd'hui, si vous prenez au Cameroun, allez au marché Cameroun, dans un marché au Cameroun, achetez les produits, allez à la maison, vous allez voir le niveau de toxicité, c'est ça, toxicité de ce que vous mangez. Vous allez voir, faites l'expérience, et c'est fait exprès. Vous allez vous en parler d'un processus de dénaturation de la production agricole. Mais c'est un programme économique, non? On sait pourquoi on fait ça. Tout ce que vous mangez est pollué. Et ça pour conséquence de vous rendre malade. Constamment de vous rendre malade. C'est connu. On sait ça. C'est connu. C'est programmé d'ailleurs. C'est programmé, c'est connu. Oui. Moi je vous dis c'est connu. Au Cameroun, les autorités savent de quoi nous parlons. Là, ils savent. Elles savent de quoi nous parlons. Mais comme elles sont tenues et menacées par ces puissances économiques au niveau de la planète, ben, c'est comme ça. Mais moi et vous là, ben, ceux qui savent et qui ont les moyens, ils ne mangent pas comme vous et moi on mange. Du tout. Alors, avant de manger, ils nettoient leurs aliments. Ils ne prennent pas n'importe quel produit pour se soigner. Alors, je vous parle. Le Cameroun a développé des remèdes, parlons comme ça, contre le cancer, contre toutes sortes de maladies que vous voyez là, qui tuent les gens. Mais pourquoi ce n'est pas public? Pourquoi? Les puissances internationales interdisent aux chercheurs de l'Irak, je le dis, de rendre public, de rendre populaire, n'est-ce pas, le fruit de leur recherche. Et pendant ce temps, ils viennent nuitamment chercher ces médicaments. Mais tu as compris, il a dit, on mélange des États. Nous, le temps, on dit que bon, si vous rendez ça, si ces remèdes-là, parlons comme si ces remèdes-là ne sont pas envoyés dans des avions à l'étranger, ceux qui financent, n'est-ce pas, on vous fermera les guichets financiers.
Donc les gens meurent de maladie alors que les remèdes sont là. C'est ça le projet, mon cher Gauss. Donc vous avez donc ce projet à l'échelle planétaire qui vise à, n'est-ce pas, à, comment dire ça, à coaliser, n'est-ce pas, à coaliser, à coordonner, n'est-ce pas, la maîtrise de l'environnement, de notre environnement, la maîtrise de la démographie, mon cher Gauss, la maîtrise, n'est-ce pas, de la gestion des territoires, bref, la maîtrise du pouvoir de gouvernement des hommes par une classe de voyous capitalistes mondialisés dans le but de rendre irréversible leur projet. Le projet, c'est quoi? C'est exterminer l'espèce humaine parce que l'espèce humaine ne correspond plus du tout s'il a correspondu un jour à leur dessein. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Quand on a compris ça, on comprend le reste, mon cher Gauss. Ça, c'est d'abord le principe de base. Ce projet-là, on appelle ça le mondialisme. Et le mondialisme, c'est le capitalisme dont tu parlais là. Le mondialisme, c'est vraiment la gestion des conséquences du capitalisme et une organisation à l'échelle planétaire pour préserver ce système. Pour le maintenir, quels que soient les efforts que les êtres humains vont faire pour en sortir. Mais c'est la même chose. Le deuxième aspect que je voudrais soulever, c'est le narratif. Oh, ça peut faire pleurer, hein, mon cher. Tout à l'heure, il a parlé du GIEC. GIEC. Vous voyez, je ne peux pas. C'est de la saleté. Mais, mon cher Gauss, est-ce qu'il est normal que le monde entier, que nous acceptions que des incompétents, qui ne comprennent rien à l'écologie, nous dictent la vérité sur l'écologie? Du tout. Ces gens-là sont des incompétents. Ils ne comprennent rien à l'écologie. Rien du tout. Soit ils font semblant. Ils ne font pas semblant, ils ne comprennent rien. Ils peuvent également être dans le business plan. Ouais, le business plan, c'est quoi? C'est parce qu'on ne sait rien qu'on fait comme ça. Quand ils vous démontrent qu'il y a des technologies alternatives, on tue les promoteurs et on empêche l'humanité de jouir de ça. C'est parce qu'on connaît? Vous parlez de quoi? Si on connaissait, on ne ferait pas ça. Quand vous êtes prisonnier des intérêts économiques, vous n'êtes pas un être humain. Parce qu'au nom de vos intérêts, vous allez détruire tout le monde, vous allez saccager tout ce qui est autour de vous. L'être humain, c'est aussi le dépassement des intérêts primaires. Pour harmoniser sa vie avec celle des autres, mon cher ami. Mais c'est ça l'humanité. Depuis qu'on est homme, c'est ce que l'humanité nous a appris. Les générations qui se sont succédées sur Terre nous ont appris ça. Que ce qui fait le sens de la vie, c'est partager avec les autres. C'est-à-dire de comprendre que tu ne peux pas vivre sans tenir compte des autres. Mais quand vous êtes pris par... Quand vous n'êtes qu'un homo economicus, qui est absorbé par l'intérêt, qui ne peut pas se séparer de la prison, de l'emprisonnement de l'intérêt, vous devenez un transhumain, vous devenez un surhumain qui conçoit sa vie par l'élimination et la destruction des autres. Mais c'est dans ça qu'on est. Un type d'homme pareil, qu'est-ce qu'il peut produire en termes de narratif sérieux sur l'écologie? Qu'est-ce qu'il peut dire? Donc vous voulez me faire croire que des gens qui mentent depuis des millénaires, qui ont menti en disant que l'homme n'était pas un être humain, les gens qui ont blanchi les momies en Égypte pour justifier un projet de génocide sur les Noirs et d'autres peuples, vous dites que les gens qui depuis vous mentent, passent le temps à mentir sur l'humain, sur la vie, sur l'économie, et qui organisent le mensonge au niveau d'une guerre. C'est-à-dire que si vous refusez le mensonge, on vous tue, on vous anéantit. Les gens qui viennent de vous mentir sur le coronavirus, en mobilisant entre guillemets les outils scientifiques, donc vous allez les croire sur l'écologie? Donc ils vont mentir sur tout ça, mais ils vont venir vous dire la vérité sur l'écologie parce qu'ils vous aiment? Pas du tout. Pourquoi il dit que les rapports du GIE, moi ça me sert à l'eau aux toilettes. Ça me sert à l'eau, je ne lis pas ça, ça me sert à l'eau aux toilettes. On veut nous faire croire que la science, puisque maintenant ils avancent masqués sur l'autorité de la science. Vous dites un mot, vous dites non, la science. Vous voulez dire deux mots, la science, les scientifiques. Alors on veut nous faire croire qu'il est possible qu'une science existe de manière neutre, universelle. Kabbalah va comprendre bien cet enjeu. Donc que la science peut exister en dehors des contextes politiques, économiques, sociaux et culturels, mon cher Gauss. Donc la science peut exister en dehors de ça. La science peut exister en dehors de la lutte des classes. Mais parlons le mot cru.
Dr Yam, en dehors de la lutte des classes, en dehors des intérêts des classes dominantes, une science peut exister au-dessus de tout ça, de manière abstraite. Mais si vous croyez à des bêtises comme ça, mais croyez au discours de ce que vous appelez Jacques ou n'importe quoi. Croyez à ça. Croyez à ça, monsieur Ngos. Mais des gens qui ne peuvent pas partager les gains qui sont issus du travail de l'humanité de manière juste, peuvent vous dire un discours vrai sur l'écologie? Du tout. Ils peuvent comprendre quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit. L'autre élément que je voudrais soulever, c'est que, alors nous parlons, vous allez tenter de dire ça, pendant qu'ils préparent leurs bêtises à Glasgow, là, leur pourriture à Glasgow, là, COP26, ils polluent plus que jamais. Je veux que vous compreniez ce que ça veut dire. Les gens vous disent arrêtez de polluer. Et pendant qu'ils vous le disent, ils polluent plus que jamais. Mais il y a un problème. Si je pense que la pollution est mauvaise, je commence à arrêter ça moi-même d'abord. J'arrête de polluer. Avant de parler. Mais je dis que la pollution est une mauvaise chose. Je pollue, c'est-à-dire que plus. C'est-à-dire, avant, l'humanité ne se souciait pas du danger écologique. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets. C'est faux. Je parle de l'humanité qui est dominée depuis l'arrivée des Blancs sur la scène mondiale. Donc, cette humanité, entre guillemets, ne se préoccupait pas. On était tous obsédés par la croissance et le développement matériel. Voilà. Bon, maintenant, on nous dit un matin que la pollution, c'est le danger, on va en enfer, on va tous disparaître. Bon, ok, nous on dit que bon, ok, on est d'accord. Mais pendant qu'on nous dit ça, ceux qui disent ça matin, me disent soir, ils polluent plus qu'avant. Ils polluent plus qu'avant. Alors nous parlons. Allez voir ce que la France fait au Niger. Il est démontré que l'extraction de l'uranium au Niger est une calamité écologique, une catastrophe. La France a arrêté d'extraire. Elle n'a jamais arrêté. Quelles sont les mesures qu'elle a prises, n'est-ce pas, pour rendre durable l'extraction de l'uranium au Niger? Et la France est parmi les leaders, la donneuse de leçons. Donneuse de leçons. Son président voulait même dire que inscrire l'enjeu écologique dans la Constitution pour se présenter en, comment on dit ça, en l'être humain le plus moral de la Terre. C'est-à-dire, vous savez que si vous voulez être l'homme le plus moral aujourd'hui, faites deux choses. Soyez pour l'écologie et de deux, faites moins d'enfants. Donc, si vous faites moins d'enfants et que vous êtes conscient du danger écologique, vous êtes l'humain le plus moral de la Terre, à l'heure où nous parlons. Alors, quand on regarde ces gens-là, les mêmes gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas faire les enfants, dans leur pays, font des politiques pro-démographiques. Oui. Alors nous parlons. En France, on fait la politique pro-démographique. En Angleterre, alors nous parlons, hein. En Allemagne. Alors nous parlons en Allemagne, ils font des politiques pro-natalistes. Mais ils nous disent que nous, on fait trop d'enfants. Ils disent que bon, il faut être un homme pollueur. Ils nous disent ça. Ils sont même fâchés, ils s'énervent que nous, on ne comprend pas ces choses-là. Mais pendant qu'ils disent qu'il ne faut pas polluer, ils polluent plus que nous. Cette contradiction-là, ça ressemble à l'histoire de la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que je viens, je fais le discours contre le terrorisme et je suis le plus grand terroriste. Mais comment on règle ce genre de contradiction, M. Ngos? Comment on fait ça? On s'assoit avec les pareils gens pour discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle ça? Mais d'abord, au moins, rejeter le discours qui est dit. Il faut rejeter ça et produire un discours alternatif. C'est ce que l'intelligence africaine refuse de faire. Parce que chaque fois qu'elle va aller au sommet sur l'écologie, ils vont rentrer avec des dollars et des euros pleins dans leur poche. Donc, au lieu de mettre leur intelligence pour faire comme Tesla et d'autres, non, c'était. On reprend en son compte la saleté du Jacques, du Job, je ne sais pas comment vous appelez ça. On reprend ça, à son compte, on reprend ça en son compte et on pollue, n'est-ce pas, la mentalité des Africains qui veulent rester tranquille. L'autre élément pour démontrer que c'est la guerre géopolitique. Dites-moi comment le continent qui produit moins de 3% des émissions. C'est le continent qui est pointé du doigt. Qui reçoit le plus grand choc en retour lié au changement climatique, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Vous pouvez m'expliquer ça? Nous avons, à travers le bassin forestier du Congo, le plus grand absorbeur, ce sont les mots de ce rapport, hein, le plus grand absorbeur, n'est-ce pas, de dioxyde de carbone, qui capture à elle seule l'équivalent de 20 années d'émissions de dioxyde de carbone des États-Unis. C'est-à-dire notre bassin forestier là, Congo là, c'est-à-dire que c'est le plus grand absorbeur. C'est-à-dire qu'il capture à elle seule par an l'équivalent de 20 années d'émissions de dioxyde de carbone des États-Unis. Et pour ça, l'Afrique ne reçoit rien. Même pas 5 francs.
toutes les promesses qu'ils ont faites dans l'affaire COP21, crédit carbone, tous les bêtises là, rien du tout. Aucun Afrique ne reçoit rien. On nous dit, stoppez votre développement. Devenez vert. Comment est-ce qu'à partir de ça, on peut accorder du crédit au discours officiel qui circule sur la question, M. Ngoz? du tout. C'est la guerre géopolitique. C'est la guerre. L'écologie est une arme de guerre, entre autres, dans les mains des mondialistes, pour effrayer d'abord la population de la Terre. D'abord la peur. La pandémie du coronavirus, la pandémie, la peur. Il faut faire peur aux êtres humains. Il faut leur faire tellement peur pour qu'ils viennent se mettre à genoux devant les mondialistes qui auraient des solutions magiques. Des solutions magiques. Évidemment, c'est le vaccin. C'est l'économie verte. C'est la vie intelligente du futur. 4e révolution Industrielle. C'est ça qui est la mode pendant partout. 4e révolution industrielle. À Davos, M. Macron, partout. C'est ça qui est la mode que nous sommes en train d'entrer dans la 4e révolution industrielle, qui est la nouvelle phase du capitalisme. Donc de leur domination. Et les conditions pour y entrer, c'est que nous devenons verts, des hommes verts, que nous arrêtions de faire les enfants, et que nous nous fassions vacciner. Et que nous acceptions, mais c'est de là qu'il s'agit. Si vous séparez les enjeux écologiques, des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux, n'est-ce pas, mondialistes, mais vous n'avez rien compris. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faudra accepter d'être un homme vert, prendre le vaccin, n'est-ce pas, accepter une vie déshumanisée, les relations humaines vont être remplacées par des relations numériques. Il faut accepter tout ça. Si vous avez accepté ça, vous êtes l'homme du 21e siècle. Vous êtes l'homme du futur. C'est de cela qu'il agit. L'Afrique gagne quoi dans tout ça? Donc il nous faut retrouver la plénitude de ce que nos ancêtres disaient de l'écologie. Quand vous lisez la charte Mandeng, lisez. Vous allez voir la partie qui est réservée à la préservation de la nature. Et c'est ce que nous demandons à nos téléspectateurs. Allez lire ce qui est dit dans cette charte sur, je dis bien, la préservation de la nature. Et ce n'est pas la seule charte où les Africains ont parlé de la nature. Toute l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire de savoir préserver la nature, être en harmonie avec la nature. Mais pour le faire, il faut déjà savoir ce que c'est que la vie et qu'est-ce que l'être humain. L'être humain. L'Occident, le collectif Occident, ne connaît pas ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'être humain. Et pendant ce temps, parlant justement de la charte Mandeng, j'invite tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous regardent par le monde, à lire et à relire d'ailleurs, il faut le dire, cette charte. Il faut d'ailleurs préciser par ailleurs que l'émission d'hier parlant de la charte Mandeng a été entièrement et totalement effacée, il faut le dire comme ça, des réseaux sociaux comme d'habitude. Docteur Jean-Paul Mbelek, je me tourne vers vous. Les plus gros pollueurs ne sont pas cités dans ce rapport du GIEC. Et pendant ce temps, c'est l'Afrique qui est pointée du doigt. Pourtant, il y a des techniques et des technologies pour réduire justement les gaz à effet de serre. Je ne parle jamais, sérieusement, d'une chose que je n'ai pas définie. Et si ça n'a pas de sens, je ne suis pas obligé d'en discuter. Oui. Ça, c'est même la base des mathématiques. C'est-à-dire que normalement, en maths, on doit écrire qu'une chose qui est juste. Bon, c'est vrai que quand on fait des exercices, en tant qu'élève, mais normalement, quand tu écris, c'est que c'est juste. Ok? Et avant de commencer même à réfléchir, il faut d'abord voir si le problème posé a du sens. S'il n'a pas du sens, tu poses le crayon. Donc, je vais d'abord définir c'est quoi le GIEC. Au moins la définir. Le mot, le sigle. Le sigle. C'est GIEC. Hein. En français, on dit GIEC. Oui. J'ai vécu là-bas, ils prononcent GIEC. En anglais, c'est IPCC. Pour dire la même chose. GIEC, c'est le gouvernement, c'est le groupement ou groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. En anglais, ça fait Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est ça, créé par un Suédois, il y a de cela 33 ans. Et actuellement, le président est un Sud-Coréen. Ils ont un budget déclaré, mais allez voir comment c'est truqué là-bas, de 6 millions de dollars par an. À mon avis, c'est seulement c'est déclaré. On ne dit pas ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous. Bon, maintenant, il y a autre chose qu'il faut définir. Effectivement, Yam qui va bien parler de Nikola Tesla. Tesla fait beaucoup de choses. Il y en a qu'on a gardé, qu'on exploite, et d'autres qu'on rejette, comme ce que tu as dit. Il y en a qu'on va exploiter maintenant. Voilà. Tout ce qui se fait aux États-Unis avec des gens, comment ils s'appellent encore? Il y a quelques royaumes mondialistes aux États-Unis.
des trucs sur l'immortalité, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses pour Elon Musk. Elon Musk et Jeff d'autres, Bezos, ouais. ils travaillent sur des projets de Tesla détournés. Bon, ils prennent ce qui les intéresse. Non, c'est tout ça, la même chose. Voilà, Nikola Tesla, très grand inventeur d'origine serbe, immigré aux États-Unis. Et il a essayé de collaborer avec ses capitalistes, dont les Westinghouse. Donc il a parlé de Carnegie, c'est les mêmes gens. Alors, donc la chose qu'il faut définir maintenant, sinon moi, ma discussion, je ne la fais pas. Donc je suis obligé de prendre ce temps-là. Oui. C'est, qu'est-ce que vous entendez par technologie? Pour aller sur Google, googliser, je l'ai fait. Vous ne voulez pas prendre les cours. Dans mes cours, c'est pratiquement au début de mes cours. J'ai actuellement un élève, je leur dis bonjour, une jeune fille de 12 ans et son frère de 17 ans. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé avec eux. Cette définition, ils l'ont déjà. Et ils ont bien compris la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez une je n'ai trouvé seulement une qui peut s'approcher de celle que moi j'ai donnée maintenant. Parce que celle que je donne maintenant est opérationnelle et permet de mettre la cohérence dans ce que vient de dire le président Bandakani et Yam Timba. Voilà. C'est parce que sinon, vous savez, on peut parler beaucoup, on se répète beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai que l'enseignement, c'est la répétition. Mais les gens se noient aussi. Je sais bien que aussi l'information, c'est les nombreuses. On peut être noyé dans l'information. Oui. Le flot qu'on essaie de synthétiser un peu. Voilà, d'où la pensée mathématique, la façon de faire mathématique. Alors, donc, c'est quoi? C'est la technologie, pour moi, c'est une combinaison de sciences, science signifiant tout banalement savoir, bon, même un savoir occulte est une science. Ensuite, de technique, science vient du latin. Quand je dis science, ça vient du participe passé latin scientis, ça veut dire su. Oui. Le participe présent étant scire, l'infinitif scire, participe présent science. Et quand je dis je sais, c'est skio. Voilà. Pareil pour technique. Ça, c'est d'origine grecque. Ça vient du mot techné. Techné, ça veut dire seulement le métier de charpente. Ouais. Les charpentiers, surtout. Techné. Donc, ça veut dire, en fait, pour faire simple, c'est un savoir-faire. Quand on a une technique, même si on fait du judo, n'importe quoi, pas seulement électronique, c'est juste un savoir-faire. Une habileté. Voilà. Tout comme on dit que l'enseignement, c'est le faire savoir. Oui. Ça, pour mettre des choses simples, tout le monde peut comprendre. Science, savoir. Voilà. Pas parce qu'on utilise des mots dérivés du latin, et puis maintenant, voilà, c'est devenu savant. Non, science veut dire savoir. Technique, juste un savoir-faire. La technologie, maintenant, c'est différent. Hein? C'est pas la technologie. Pourquoi il y a un deuxième mot? Bon, nous, on apprenait à l'école discours sur le... Parce que le logos, c'est n'importe quoi. Il faut définir les choses de façon effective. Comme moi, si vous voulez, je vous donne ma définition de la physique. Je vais définir la physique. Je n'ai pas besoin de lire un livre. Peut-être que moi, je la pratique. Parce que ça correspond à ce que je fais. Et je sais que c'est ce que tous mes collègues font. Voilà. Donc, dans la technologie, il manque un troisième élément. Le président Bandakani, il anticipe, il sait ce que je vais dire. Parce que j'ai fait ça dans les cours au NMP, non? Ça faisait partie des tout premiers. Moi, j'ai tes cours, tu connais. Voilà. Alors, dans la technologie, il y a un élément important que beaucoup oublient quand ils en parlent. C'est l'organisation sociale. Voilà pourquoi ils parlent du capitalisme. Quand les gens ont une organisation sociale, c'est qu'ils pensent le monde d'une façon. Donc Nikola Tesla, quand il va proposer quelque chose qui n'entre pas dans leur façon de penser le monde, pour lequel ils s'organisent socialement, ils les jettent. Oui, même si ça tue des millions de gens, c'est pas leur façon de voir le monde. Ils veulent pas s'organiser socialement comme ça. Donc voilà, ils s'en fichent. Vous comprenez? Alors, donc, prenons un cas par exemple, puisqu'on indexe l'Afrique. En 1900, j'ai donné la population des Africains, il y avait 100 millions d'habitants seulement en Afrique. Depuis, en un siècle, 120 ans on va dire, la population a été multipliée par 14. Mais on n'a pas pu sauver les animaux de la même façon. Quand les Européens arrivent en Afrique, en 1900, il y a quand même 200 millions sur le territoire africain. Je parle des chiffres qu'eux-mêmes donnent, tous sont vérifiables. Je vous ai envoyé même ça, tous ceux qui sont avec moi là. Pendant que vous parlez, je vous ai envoyé chacun les éléments de vérification. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de lions? Il y a 35 millions, 32 millions, il y a une trentaine de milliers de lions. C'est rien. Il y a même un moment, il y aura plus de lions dans les eaux hors d'Afrique que des lions africains en Afrique. Les éléphants, c'est encore plus catastrophique. Les éléphants, il reste quoi? Il reste moins de 100 000 éléphants aujourd'hui. Alors qu'il y a encore à peine 15 ans, il y avait 500 000 éléphants. Et n'en parlons pas, la population au début du siècle est encore beaucoup, au début du XXe siècle est encore beaucoup plus nombreuse. Parce que pour les producteurs capitalistes, on a inventé une histoire comme quoi les Asiatiques, bien sûr, ils ont la peau dure. Les Asiatiques, on peut les accuser de tout. Et bon, donc il y a les braconneurs qui vont chercher les défenses, tout ça là. Mais il y a aussi, pour réguler simplement en Afrique du Sud, faut dire, donc c'est pas que les braconneurs.
en Afrique du Sud, ils tuent aussi les éléphants pour réguler leurs parcs qui les servent à gagner de l'argent par rapport aux touristes. Bien sûr. Quand ils estiment que les populations d'éléphants sont, ils tuent. Les fameux safaris. Eux-mêmes. Non, c'est que, oui, il y a ceux qui sont dressés pour les safaris, mais ça ne fait pas beaucoup de tuer. Mais ils vont en hélicoptère et tuent carrément les éléphants. Soi-disant, parce que l'Afrique du Sud a privatisé les parcs animaliers. Les Blancs arrivent chez nous, les Blancs, il faut dire les mots, ce sont les Blancs. Moi, quand je dis les Blancs, je parle des populations blanches. Je ne parle même pas du blanc ordinaire, un individu. Parce qu'un individu peut naître parmi les Noirs. Mais les populations blanches, avec leur esprit capitaliste, et je vais donner les dates, dans lequel ils adhèrent. Parce que moi, je ne peux plus exonérer ces gens-là. Le Covid l'a prouvé. Pas parce que quelques-uns manifestent, président, que ça va exonérer les autres. J'ai encore vu hier une émission à la télévision française qui montre comment les gens volontairement se couchent devant le vaccin. Bien sûr. Pour les besoins de commerce. Et même, tout simplement parce qu'ils n'ont plus dans leur tête l'esprit de résistance. Et ils critiquent ceux qui résistent. Mais ceux qui résistent, pour l'instant, c'est une minorité. Donc, étant donné que la majorité, et qu'on nous impose la démocratie, se couche là-bas en Occident, il n'y a aucune raison d'exonérer ces gens-là. Et pendant qu'eux-mêmes ont des problèmes, il y a des gens comme Bernard Lougan qui continuent à sortir du crachat sur l'Afrique. Alors que son propre pays, la France, a des problèmes. Ne serait-ce que sur le Covid. C'est que, en bassin, on dit John Mout, Nibelenberg, il n'y a rien bousse. Je traduis aussi. Il faut traduire. On est au Cameroun là, je traduis. Ok. Ça veut dire que le fou ou l'idiot ne sait pas qu'il porte une lourde charge sur son dos. Parce que d'autres disent que, en français, ils vont dire que on ne voit pas la poutre sous son œil, mais on voit. Ça se ressemble un peu. Voilà. Mais l'idée là, c'est vraiment une charge. C'est quelque chose qui pèse. C'est encore mieux qu'une poutre. Parce qu'une poutre, c'est pas réaliste, mais une charge, on peut la porter. Ça le pèse sur lui, il s'en rend même pas compte. Mais il voit le voisin. Non, mais quand même. Ok, alors, donc, je donne des chiffres aussi. Au niveau de la... Quand on parle de la couche d'ozone, le fait qu'elle diminue est responsable du réchauffement climatique. Ça, c'est un gros problème. Parce que les conséquences, c'est ça qui va même s'impliquer sur le climat et comment dire, les courants marins. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, il y aura ce que tu disais là, des tempêtes, des glaciations, tout. Bon, d'abord, au niveau glaciation, c'est naturel. Il y a un phénomène faux panier qui est largement plus fort. Vous savez que quand la nature fait quelque chose, c'est tout plus fort que ce que l'humain fait. Même si l'humain fait des dégâts, la nature veut vraiment faire des dégâts. Ce que fait l'homme, c'est rien. Parce que la Terre est beaucoup plus massive. L'énergie que la Terre peut mettre en œuvre est beaucoup plus énorme que les énergies produites par l'homme. Puisque l'homme même fait partie de la Terre. Vous comprenez? Ça, c'est mathématique aussi. Si l'homme produit l'énergie, comme cette énergie est épuisée de la Terre et que l'homme fait partie de la Terre, ça veut dire que c'est la nature qui l'a produite indirectement à travers l'homme. Donc l'homme ne pèse rien par rapport à la nature. Alors, donc, la couche d'ozone est détruite dans la stratosphère parce qu'on a appelé les CFC, les fluorocarbones, chlorofluorocarbones. Voilà. Alors, au départ, c'était les gaz liquides, des fluides. Parce que quand on est à la fois gaz ou liquide, on dit fluide, c'est le mot commun. C'est des fluides qu'on mettait dans les réfrigérateurs. Ok? Parce qu'en se détendant, ils sont capables d'absorber de la chaleur, d'où le refroidissement à l'intérieur du réfrigérateur. Bon, on a dit qu'on a éliminé ça. Maintenant, on a remplacé par des fluides alternatifs, admettons. Donc, ce sont ces fluides-là qui étaient responsables de la destruction de la couche d'ozone. Mais si le travail était fait, comment ça se fait que la couche d'ozone continue à se rétrécir? Si réellement, industriellement, on a ôté les CFC. Ça, c'est la responsabilité des pays industrialisés. Oui. Comment ça se fait que la couche d'ozone continue puisque le coupable, on l'avait désigné étant le CFC. Ou alors, il n'y a pas que le CFC qui est responsable de cette réduction. L'ozone nous protège des rayons ultraviolets. Mais je préfère dire une chose. Les Blancs, là, ils n'ont qu'à rigoler. Hein. Le jour où il n'y aura plus de couche d'ozone du tout, ou alors elle sera tellement rétrécie que vraiment l'humanité ne résistera pas. Vous savez ce qui va se passer? Les Blancs auront disparu avant que les Noirs disparaissent. Bien sûr. Parce que nous, au moins, on a la mélanine. Donc, qu'ils sachent que c'est eux qui sont les plus exposés. Blancs, Chinois, tous ces gens-là. Par rapport à nous qui avons la peau foncée. Bien sûr. Donc, ils continuent à faire leur jeu de con. Dans le jeu de con, je sais que nous, on sera les derniers. C'est comme pour le Covid. Je me souviens une fois, j'étais en France, encore dans le métro. Je parlais avec ma fille aînée. Et je dis que nous, les Africains, nous sommes forts. Je disais ça exprès, je parlais même fortement pour qu'on m'entende. Oui, nous, les Africains, nous sommes forts. Et à un moment donné, j'ai dit que lorsque le Covid va vraiment commencer à toucher les gens en grande ampleur,
tous les blancs là de métro seront morts avant que quelqu'un comme moi soit atteint. Et j'ai dit que parce que nous, les Africains, nous sommes très forts. Et j'ai évoqué une raison, c'est que, vu la maltraitance qu'on nous a imposée ici en Afrique, les Africains qui ont survécu sont très forts. Les faibles, il y a longtemps, ils n'existent plus. Donc nous, on est capable de résister. Et la preuve, qu'est-ce qu'on fait? On résiste à la maladie. Toujours. C'est pas leur cas. J'arrête de leur donner des avertissements qui continuent à faire leur imbécilité là-bas. Alors maintenant, pourquoi ils font l'imbécile et ils ne savent pas s'arrêter? C'est ça le problème, Président. C'est-à-dire que, une autre anecdote, je faisais des jobs d'été. Il se reconnaîtra s'il a encore en vie de ce monde. Monsieur Chérif, c'est un Algérien d'origine. On vivait en France tous, mais c'est un Algérien d'origine. Il avait une société où on faisait la peinture. Moi, j'avais été emmené là-bas par mes frères égyptiens, parce que j'ai beaucoup fonctionné avec les Égyptiens quand j'étais en France. C'était carrément mes frères là-bas, en fait. Et donc par eux, j'ai eu ce job d'été. Mais quand j'arrivais au boulot, monsieur Chérif me prenait à part, il ne veut pas que je travaille. Je dis, mais moi, je suis venu pour gagner. Il dit, c'est moi qui te paye. Moi, je te paye maintenant pour venir discuter avec moi. Toi, tu es étudiant, les autres ne connaissent rien. Moi, je veux discuter avec quelqu'un. Et il m'a dit une fois, je n'ai jamais oublié, les imbéciles n'ont pas de limite dans leur raisonnement. Monsieur Chérif, citation, je n'ai jamais oublié ça. C'est ce que font les Occidentaux. Ils n'ont pas de limite dans leur raisonnement, donc c'est des imbéciles. Et là, je rajoute au sens latin du terme. Ça dit des esprits faibles, ça dit des esprits dont le raisonnement ne peut pas dépasser un certain seuil. Quand tu commences à pousser trop haut, ils lâchent. C'est pour ça, président Bandakani, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je préfère te signaler que l'intelligence dont tu as parlé, africaine, qui va dans ces sommets et se laisse stipendier par quelques dollars, ce n'est pas de l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, il y a intelligence. C'est-à-dire une intelligence, intellego, c'est du latin. C'est-à-dire que l'intelligence est liée à eux qui sont appelés comme ça. Oui, mais c'est la même chose avec c'est pas eux qui ont inventé le latin. C'est pas eux qui ont inventé le latin. De Montpellier. Oui, mais c'est pas eux qui ont inventé le latin. C'est toujours les mêmes personnes. C'est pas eux qui ont inventé le latin. Le latin qui est occidental. C'est pas eux qui ont inventé. Intellego, il y a l'idée de lecture. C'est-à-dire qu'une bonne lecture d'une situation, c'est là qu'on juge l'intelligence. Comme ils ne font pas la bonne lecture, ils sont pas intelligents. C'est pas une intelligence. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais moi, je recule ce terme-là pour eux. C'est tous ceux qui vont se faire stipendier là-bas ne sont pas l'intelligence. L'intelligence africaine, c'est ce que je suis en train de dire. Elle attend encore qu'elle soit mise au service de l'Afrique. Elle attend encore la vraie intelligence. Voilà. Vous avez parlé de l'UPC ce matin. La vraie UPC attend encore qu'on la mette en liste ici au Cameroun. Voilà. Merci. J'ai pas fini. C'est que je suis tout. Oui, bon, allez-y, terminé. Bon, j'ai pas fini. Parfois, je chute avant l'heure. Si je récupérais tous les non-chutements avant l'heure, lorsque vous chutez, c'est long. Vous avez... Allez-y. Les autres en parlaient. Non, allez-y, terminez. J'ai écouté. Moi, pendant ce temps-là, je construisais mon raisonnement. Allez-y, terminez votre raisonnement. Allez-y, on termine votre raisonnement. Je profite du fait qu'il passe avant moi pour construire mon raisonnement, justement. Mais c'est pour on prend les balles pour toi. C'est pas pour... Oui, c'est ça. Et finalement, c'est pour les autres, le public. Alors, bon, je vais chuter. Bon, j'ai défini la technologie. Oui. Donc, ça veut dire que ces gens-là, et je voulais expliquer, vous avez tous compris où est-ce qu'ils vont. Et j'ai aussi expliqué pourquoi ceux-ci ne sont pas notre intelligence. Et j'ai expliqué que quelque part, M. Chérif n'avait pas tort. Ce sont des imbéciles, ils n'ont pas de limite dans le raisonnement. Maintenant, il faut que je dise pourquoi ils n'ont pas de limite dans le raisonnement. Et là, maintenant, je chute, quand j'aurais dit ça. Voilà. C'est-à-dire qu'au moins, j'aurais fait un discours plus ou moins construit pour la première prise de parole. Alors, c'est parce qu'ils sont contre Dieu. Ce sont des gens qui sont contre Dieu. La conception que l'humain s'est faite de Dieu. Et la conception que l'humain s'est faite de Dieu, vous croyez que ça a été fait où? Et par qui? En Afrique et pas les Africains. Puisque c'est les premiers des hommes. Ils ont pensé Dieu. Ils ont regardé les étoiles. Ils ont pensé la question comment l'existant est venu à l'existence. Eugénisme. Je veux à l'existant en la personne de l'existant quand rien d'existant n'existait encore. Qui parle? C'est Ré, le créateur. Ils sont contre Dieu, ces gens-là. Et maintenant, je vais expliquer où ça les emmène. Et je vais donner quelques indices. C'est un début de réflexion, président. On peut poursuivre tous ensemble, si vous voulez. C'est Spinoza, Baruch Spinoza. Nous sommes là au XVIIe siècle. Spinoza, il dit que Dieu, c'est la nature. Je résume. Or, moi qui ai fait hiéroglyphe, je sais que le mot nature, qui est latin, natura, est un emprunt à l'égyptien ancien. Professeur Obenga, Théophile, il est encore vivant. Il a 84 ans passés, même un peu plus. Il peut confirmer ce que j'ai dit. Natura, qui est un mot latin, vient de Néter, qui est égyptien. Qu'est-ce que signifie Néter? On dit Médou Néter. On ne dit pas hiéroglyphe. Hein. Ça, c'est du grec. Oui. Hiéroglyphe en grec veut dire
les caractères sacrés. Mais en égyptien, c'est Medou Neter, la parole divine. Sacré, si on veut dire, mais c'est divine en fait. Oui, Medou, c'est la parole. Oui, Neter. Oui, et Neter, c'est le divin, le sacré. Oui, voilà, la parole sacrée. Donc c'est pour dire que Neter, c'est Dieu. Ok? Donc si Spinoza a fait cette lecture, Dieu égale nature, c'est parce qu'il est passé par l'Égyptien ancien. Et je vous dis, ça veut dire quoi? Qu'avant que Champollion déchiffre les hiéroglyphes, il y avait, parce que je peux donner les mêmes connaissances côté de Newton, il y avait déjà des connaissances égyptiennes qui circulaient. Donc c'est faux de dire que Champollion a totalement déchiffré les hiéroglyphes. Ils avaient, peut-être qu'ils n'avaient pas une construction bien élaborée, bien achevée, comme ça a été fait Champollion, mais ils avaient déjà des éléments, ils avaient des textes. Beaucoup de leur savoir vient des textes qu'ils avaient déjà en main. Donc, allez-y, terminez. J'aurais aimé juste te dire un truc. Oui, vas-y, vraiment juste. Et pendant ce temps, Albert Latoulé, la vérité est que ben, chacun d'entre vous la vérité est que l'Europe ne peut pas dire qu'il y a eu un oubli de l'Égypte. Si les gens vous disent qu'ils ont retrouvé le mètre, le kilogramme, etc., et les constantes universelles qui ont permis de construire la pyramide et qui étaient connues, qui circulaient, qui ont été reprises par les Arabes, Aristote, les Arabes et tout le reste, et qui ont circulé dans les mathématiques avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge, ils ne peuvent pas dire raisonnablement, logiquement, qu'ils avaient oublié tout ce qui s'était fait en Égypte. En réalité, ils l'avaient, mais ça circulait dans certains cercles. Des cercles de francs-maçons, des bâtisseurs qui mentaient aux gens en disant qu'ils faisaient de la pierre taillée alors qu'ils faisaient du béton. Donc je termine. C'est ça. Non, c'est ça. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il faut que vous venez prendre des cours. Parce que je commence à trop dire là. C'est comme si je faisais des cours déjà là en direct. Donc, vous faites des cours en direct, il y a les téléspectateurs qui sont là pour ça. Ils s'inscrivent, ils n'ont qu'à s'inscrire. Voilà. On est là aussi pour instruire. Cette inscription-là nous permet aussi, nous, d'évoluer. Il y a Afri-Science. Oui. Il faut qu'on évolue. Voilà. Donc il faut être intelligent. Il faut contribuer pour que les choses évoluent. Voilà. Alors, donc je chute, Steve. Je dis que c'est contre Dieu. Et j'ai expliqué le lien. Maintenant, j'ai fait le lien nature-Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ils sont contre Dieu, vous pensez qu'ils doivent être contre quoi? Contre la nature. J'ai chuté. Contre la nature. Et les humains en sont issus. Puisqu'ils font la lecture, depuis Spinoza, comme ça, après Spinoza, il y a John Locke, qui va pousser plus loin. Et après, vous allez avoir les Ricardo, les Malthus, tous ces gens-là qui vont suivre. C'est cette séquence. Mais le fait d'être contre Dieu, la lecture de Spinoza qui dit que Dieu, c'est nature, parce qu'il a vu l'écriture égyptienne, ils sont donc contre la nature. Et donc, il a détruit sans vergogne et contre l'humain. Voilà, j'ai chuté. Et les voilà donc, Albert Anatola, ici, qui sont contre la nature. Pourtant, ce on peut dire aujourd'hui qu'ils n'ont plus absolument rien. Pourtant, il devrait commencer. On dit souvent qu'il faut commencer par balayer par sa porte avant de commencer par dire qu'on va balayer la cour du voisin. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris votre question. Je parlais tout à l'heure de Dr Jean-Paul Bellet qui parlait de ces imbéciles. Oui. Bon, on va dire des esprits faibles. C'est le terme qui est utilisé. Qui aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, ont détruit la nature et sont contre la nature. Pourtant, ce jeu, ça n'existe plus. Il faut le dire également. Normalement, devra apprendre à balayer devant leur cour avant d'aller balayer la terre, c'est pas la cour du voisin. Parce que là, c'est l'Afrique qui est justement pointée du doigt. Mais écoutez, Steve José Longos, je voudrais, avant tout propos, je voudrais déjà vous dire que nous sommes en plein débat sur les concepts. Lorsque je parle de débat sur les concepts, je parle de leur débat. Leur débat, oui. Je parle de leur débat sur les concepts. Les concepts de développement durable, vous y croyez? Lorsque vous faites l'état des lieux, n'est-ce pas, des actions que leurs activités, n'est-ce pas, portent sur la nature, du tout. Et puis, je vais également mettre en débat les contradictions auxquelles, heureusement, nous sommes habitués. Ce sont des contradictions qui nous amènent à comprendre qu'en fait, ce ne sont pas des personnes, nous n'avons pas affaire à des personnes crédibles. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. L'état des lieux a été très bien fait par le président Bandakani tout à l'heure et le docteur Yamtiba. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont industrialisés, ce sont eux qui sont des capitalistes, ce sont eux qui ont des grands bâtiments, qui ont des grands projets d'armement, qui fabriquent, qui ont des projets aérospatiaux. Ce sont eux, bref, qui sont les hommes très évolués, donc qui ont des activités qui impactent négativement la nature. Donc, alors, ce qui est quand même intéressant dans l'affaire, c'est que de leur piédestal capitaliste, ils s'occupent des affaires de l'Amazonie,
qui également commencent également à porter des coups du fait de leurs activités. Mais ils doivent s'occuper justement de leurs activités, des conséquences de leurs activités sur la population. Et ils font, comme d'habitude, des rapports calamiteux, c'est il faut le dire, parce qu'on a eu à faire des rapports lors du début de la pandémie, le Covid, c'est-à-dire qu'on a décrété que dans les rues des Africains, on aura des cadavres, c'est ça l'hécatombe. C'est le même rapport, les rapports alarmistes que nous avons justement dans le cas de GIEC, c'est-à-dire qui estime que l'Afrique, ce sera la calamité. Oui. Mais questionnons-nous quand même, posons de bonnes questions. À qui appartiennent les multinationales qui détruisent notre biodiversité? Ce sont les multinationales. Aux financeurs du GIC, du GIC, machin. Du GIEC. Ce sont les multinationales. Oui. Ceux qui financent le GIC. Je dis bien, quand vous voyez toutes ces billes de bois, tous ces grumiers-là qui traversent, qui dégradent l'environnement, pas seulement le massif forestier, la biodiversité, mais qui dégradent d'une manière générale l'environnement. Ce sont leurs multinationales qui le font. C'est quoi la contrepartie? Déjà au niveau même local, il n'y a aucune contrepartie. Oui. Dans mon pays, le Cameroun, la loi portant protection de l'environnement, exploitation forestière, voilà. La loi portant exploitation forestière assujettit l'exploitant à reboiser. Ce qui n'est pas fait. Pourquoi ce n'est pas fait? Parce qu'il y a un problème de suivi, de mauvaise politique. Et de corruption. Et de corruption, bien entendu, j'y arrivais. C'est-à-dire qu'au lieu de reboiser, ils préfèrent donner l'argent et ils ont dans le... Puisque ce n'est pas une loi contraignante. C'est-à-dire que nous partons du principe du pollueur payant. Payeur, c'est ça? Pollueur payant. Payeur. Or, on devrait aller au-delà du principe du pollueur payeur. C'est-à-dire qu'on puisse pénaliser. Qu'on puisse pénaliser les individus, les sociétés qui portent atteinte à la nature. Ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que vous avez des Chinois qui polluent l'environnement du côté, par exemple, des écassés qui cherchent les orfèvres qui ont dû polluer l'environnement sans aucune conséquence, sans aucune réparation, ni au profit de l'État, ni au profit des populations, des communautés riveraines. La même chose se passe du côté des Bétois, la même chose se passe du côté d'Inkam, dans la région d'Inkam, dans le département d'Inkam, vous avez toute la biodiversité qui est détruite. Pourquoi? Les Chinois, les Libanais, comment vous les appelez, les Français, les Belges, ils ont un blanc-seing pour détruire notre biodiversité. Mais moi, je pense que avant de poser la problématique, comme l'a indiqué tantôt, le professeur Mbelek, Dr Mbelek, autant pour moi, il va falloir, de mon point de vue, être d'abord sérieux. Malheureusement, et comme nous le savons d'ailleurs, nous avons affaire à des gens qui sont tout sauf sérieux, qui sont contradictoires. Lorsque nous nous projetons dans l'exploitation, n'est-ce pas, des gisements d'uranium ou bien de la bauxite, du côté de la Guinée-Conakry ou bien du Niger, est-ce que ces multinationales-là qui ont mené une activité qui impacte l'environnement et les populations ne font pas sont sensibilisés, je veux dire, par ces ONG que vous avez qualifié d'intégristes? Du tout. Du tout. Donc moi je pense que pourquoi est-ce que l'Afrique devrait intéresser? Justement parce qu'il est question qu'eux, ils viennent sur le continent africain faire leur business. J'ai l'habitude de vous convoquer ici la fameuse commission trilatérale qui est, dont parle, n'est-ce pas, le protocole de Toronto. Vous allez constater que dans la fameuse commission trilatérale, l'Afrique est inexistante. Ça veut donc dire que, de manière peut-être conceptuelle, l'Afrique doit disparaître de la carte du monde. Mais c'est le projet. Vous avez les États-Unis qui sont dans la commission trilatérale, vous avez l'Asie, vous avez l'Europe, mais pas l'Afrique. L'Europe nous représente. Alors, l'Europe nous représente. Oui. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Si la France est là, nous sommes là. Non, du tout. Non, parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un continent.
Donc, je ne pense pas que l'Afrique puisse être un pays que l'Europe puisse représenter les intérêts de l'Afrique, non. Je crois que il est important, et c'est ça notre rôle également, de pouvoir leur faire comprendre qu'il y en a marre des rapports alarmistes et alarmants sur le continent africain. C'est bien d'attirer notre attention, mais avant eux, nous pratiquons l'écologie. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs le droit de tirer notre attention? J'y arrive. Avant eux, nos ancêtres pratiquaient et respectaient la nature. Je prends le cas dans mon village, à une certaine époque, lorsque la grand-mère ou le grand-père avait cultivé un champ, ou bien avait cultivé un champ pendant au moins 5 ans, il changeait, il allait ailleurs pour le temps de permettre à la terre de se régénérer. C'est ça la nature, on répète la nature. Dans mon pays, le Cameroun, vous avez des gens qui ont détruit l'écosystème, n'est-ce pas, des Pygmées. Vous leur demandez de ne plus vivre de la chasse de la cueillette. Vous voulez qu'ils vivent de quoi? On peut même déjà les vacciner, Albert Anatole. Voilà. Vous avez oublié le détail. De quoi? Et en faire d'ailleurs la publicité. Et on en fait des objets de musée. C'est-à-dire on détruit des peuples qui sont millénaires, on détruit leur environnement. C'est quoi la contrepartie? C'est ça le problème. Alors j'attends de voir, comment vous appelez ça, l'UNICEF? Non, l'UNESCO, voilà l'UNESCO. Dans ces projets, parce que c'est vrai, ce sont les mêmes gens. Parce que lorsqu'on parle de l'UNESCO, on parle de l'ONU, c'est le même genre. Mais ils ne feront rien. La solution, comme tout à l'heure l'a indiqué le président Bandakane, c'est le capitalisme. Vous avez le capitalisme, vous avez le néolibéralisme économique. Ça pose également des problèmes sur le continent africain. Parce que nous devons avoir des solutions endogènes aux problèmes africains. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait que l'Afrique reste pauvre pour que les autres y respirent, ils continuent à vivre normalement? C'est pas normal. Il faut que, dans la perspective, n'est-ce pas, de son émergence, que l'Afrique puisse avoir, n'est-ce pas, ce que je pourrais appeler son projet de développement, qui prenne en compte ses spécificités, son environnement, sa sociologie. Bref, d'ailleurs, nous savons que l'Africain a été respectueux de son environnement. Nous ne sommes pas des ogres comme les autres. Nous savons que quand il faut aller à la pêche, n'est-ce pas, c'est pour quelque temps, plus tard vous reviendrez, parce qu'il faut que la même source vous nourrisse. Or, chez eux, même au niveau de la pêche maritime, par exemple la pêche industrielle, ils détruisent tout, ils polluent et ils capturent tout et n'importe quoi. Et ils viennent donc vous donner les leçons de préservation de l'environnement. Non, il y a un problème. Le problème, c'est que il faut détruire le capitalisme. Absolument. Ça, je suis d'accord. Il faut détruire les instruments du capitalisme. C'est à eux de prendre les cours sur l'écologie. Et les cours de mathématiques aussi. Non, je crois qu'ils doivent se recycler. C'est-à-dire sur les mathématiques, même s'ils revendiquent être des grands matheux chez eux, équipés les mathématiques. Écoutez, vous savez, c'est des gens qui... Ils sont très cupides. Et vous savez, le capitalisme est très cupide. Le capitalisme n'a pas un visage humain. C'est ça le problème en fait. Quand vous avez une politique, des concepts qui n'ont pas de visage humain, on aboutit à ça. Comment quelqu'un peut vous dire... Ce qui est quand même paradoxal, c'est que ce sont les plus gros pollueurs qui vous donnent des leçons de préservation de l'environnement. Vous avez la France, vous avez les États-Unis qui ne sont même pas signataires de la COP 21. Non, il y a un thème qui ça va me revenir. Non, pas l'accord de Paris. Oui, l'accord de Paris. Voilà. Vous avez les États-Unis qui ne sont pas signataires de l'accord de Paris. Vous avez la Chine qui a refusé carrément de signer cette affaire-là. Mais c'est les mêmes gens qui viennent vous dire non. Il faut respecter l'environnement. Mais moi, je pense, écoutez, les feux de brousse, les cataclysmes naturels que nous avons enregistrés de plus en plus de ce côté-là, c'est dû à quoi? C'est justement la conséquence de l'activité. C'est la conséquence de l'activité nocive qu'ils mènent contre l'environnement. Oui. Est-ce que vous connaissez un pays européen en dehors, n'est-ce pas, du Brésil, qui a une forêt naturelle? Je n'en connais pas. Peut-être en Allemagne, ils parleront de la forêt noire. La Finlande aussi.
à la Finlande. Permettez-moi, monsieur, de lire quelques deux messages et j'accorderai 1 minute à chacun d'entre vous. On va se séparer parce que le temps est déjà terminé pour ce vendredi. Bonjour DBS et bonjour à tout le panel. S'il vous plaît, publiez les émissions sur votre page YouTube, vu que les émissions sont supprimées. Sur Facebook, pour nous qui ne pouvons pas vous suivre en direct, merci. Cette personne nous écrit depuis Paris, en France, ce matin. Bonjour Steve, bonjour à ton brillant panel. Comment voulez-vous que Facebook nous laisse tranquille avec tout ce que vous étalez là? Les leucodermes sont très jaloux de découvrir que les Noirs sont si intelligents et même plus intelligents qu'eux, au point de leur donner des cours magistraux. Ils sont épatés par la qualité et l'immensité de vos connaissances et vous connaissez l'attitude des jaloux, mais ils vont sauf que crever. Madame Jeanne qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour très cher et éveilleur de conscience, je demande au Créateur de vous garder précisément afin que rien de mal ne vous atteigne, s'il vous plaît. Dites-moi comment accéder à votre site. Merci et bonne journée à vous. Mes chers éveilleurs, dites-moi quel pays africain a condamné l'assassinat du président Kadhafi. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Gabon où les Chinois tuaient et mangeaient nos frères. Leurs têtes ont été découvertes après leur disparition mystérieuse. Cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour le panel et merci pour tout ce que vous faites pour nous les Africains grâce à votre enseignement. J'arrive à interpréter les événements politiques quand j'ai appris ce coup d'État, j'ai dit la France a encore frappé. Et quand tu regardes ce militaire physiquement, c'est un voyou. Moi, il me fait peur, on dirait un djihadiste. Ce sont les pauvres âmes qui applaudissent ce coup d'État. C'est Essou qui nous écrit depuis le Togo ce matin. C'est pourquoi on adore les plantes et il qualifie de satanique. Or, ce que tu adores, tu ne peux pas le couper. Ça me fait rire. Nous sommes très intelligents. J'aime le docteur Mbelek. Merci à vous également de nous avoir écrit, même si cette personne non plus n'a pas laissé son nom ce matin. Le président Badakani a parfaitement raison. Tout est programmé. Les changements climatiques sont manipulés par de nouvelles technologies. Ils s'appuieront sur le changement climatique et la pollution pour tester cette technologie très prochainement. Le film Geostrom nous met en garde. Ils provoqueront des catastrophes naturelles pour détruire des peuples, des gouvernements et même des continents par un simple clic. Je vous enverrai un extrait de ce film. Monsieur Sachs qui nous écrit depuis Bonapriso. Ne vous inquiétez surtout pas. Le film, je l'ai déjà vu. Très important à écouter jusqu'à la fin l'émission. Merci. On ne pourra pas réellement le voir, mais on le regardera plus tard, votre film que vous nous avez envoyé. Bonjour Steve, je serais ravi que vous m'envoyiez la charte Mandeng Romaric Otu Ondom depuis la République du Congo. Mais ils n'ont qu'à aller sur Google, taper charte du Mandé, PDF, PDF, c'est tout. Tapez PDF, vous allez avoir la charte du Mandeng. Voilà la charte du Mandé. Ça dépend tout simplement de vous. Allez sur Google, tapez. Si déjà sur Google, ils n'ont pas déjà effacé avant. Non, non, là, hier encore j'ai vu. On espère. Il y a même beaucoup de PDF. Voilà. Bonjour Monsieur Steve Goss. La surpopulation a de lourdes conséquences écologiques. Le calcul est assez simple. Plus on est nombreux, plus on émet de CO2, plus de changement climatique. Ah, c'est ce qu'on vous a appris alors. Hein. En France, un enfant de moins, c'est 40 tonnes de carbone par an de gagné. Voici comment les diables occidentaux détruisent l'humanité. Adamou qui nous écrit depuis Marois. Donc, moins un enfant, ça fait 40 grammes de carbone en moins. 40 tonnes. D'accord. Donc, moins d'enfants, moins de personnes. Wow. Tout a été bien planifié. Apparemment, ils sont Dieu. Bonjour le panel. De plus en plus, des correspondants des médias propagandistes occidentaux ont pour époux des fils de ces pays où elles y sont. Ma question, quelle lecture faites-vous, Djebo Diéné, fidèle téléspectateur depuis le 223? Le 223, je pense que c'est le Mali. Bonjour, bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quel jour et quelle heure se fait la rediffusion de l'émission Feu Vert. C'est tous les jours du lundi au vendredi, rediffusion à 23 h, heure d'Afrique centrale. Feu Vert. Feu Vert, bon, Feu Vert le soir également, je pense à 23 h également. Je pensais DBS ce matin, c'est la même chose. Bonjour Monsieur Steve, sur le plateau. Vraiment merci pour vos efforts pour amener chaque Africain à réussir à se mirer dans la franchise et la sincérité. Que Dieu vous assiste et vous protège tous. Le problème principal de l'Afrique, c'est une crise de confiance. L'Afrique a du mal à se faire confiance. On m'appelle Marouf Kita, auteur d'un ouvrage intitulé La Nouvelle Afrique. Agréable journée. Cette personne nous écrit depuis le Bénin. Vous pouvez nous envoyer déjà votre élément Marouf Kita.
votre Nouvelle Afrique, votre ouvrage. Nous en parlerons, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour le panel, l'Afrique n'a pas besoin du quitus de l'Occident pour son développement. L'Europe qui aujourd'hui interdit les centrales nucléaires, pour l'Afrique s'est développée avec l'énergie nucléaire bon marché et moins cher. Kin depuis Bapouya dans le Haut-Cam ce matin. Toujours des messages, bonjour à vous, chevalier de lumière. Je suis outré par l'hypocrisie des capitalistes qui disent penser au climat. Combien coûte en effet de serre et financièrement l'organisation de ces coûts? Cet argent ne peut pas servir à donner à manger aux populations confrontées à la misère, détruisent la flore et la faune pour survivre. Ils ont des solutions sous les yeux et font semblant de ne pas le voir. Qu'ils le veuillent ou non, l'Afrique reste le continent d'avenir. Hotep Boulé qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, ainsi qu'à votre panel, je vous conseille de lire ce livre pour en savoir plus sur le fameux réchauffement climatique. Le livre La guerre secrète, vous avez dit, permettez-moi de télécharger rapidement messieurs, pour que nous puissions voir le titre du livre que nous envoie notre téléspectateur ce matin. La guerre secrète contre les peuples. Oui, nous n'aurons pas, j'espère que vous avez retenu le livre, La guerre secrète contre les peuples. La guerre secrète contre les peuples, c'est écrit par Claire Sévérac. Merci justement pour ce document, La guerre secrète des peuples. Oui, on l'a assassiné. On l'a assassiné. Elle est morte d'un cancer bizarre. D'un cancer bizarre. C'est Aurélien, s'il vous plaît, pourrais-je avoir le numéro du téléphone du docteur et 10 mots, je voudrais me procurer ces livres. J'espère qu'on aura le temps de vous donner son numéro tout à l'heure. Bonjour Steve et bonjour aux intervenants de haut niveau des vizirs de l'État fédéral africain. Voilà des pays européens qui donnent au monde des leçons. Eux qui sont toujours dans le cartésianisme, ils ne peuvent pas comprendre la complexité africaine du savoir. On parle de théorème, Pythagore et pourtant ce dernier a étudié en Égypte noire, dont ils sont toujours des copieurs et pilleurs et font que du plagiat. L'exemple de l'écologie est à prendre en compte. Ils nous donnent des leçons d'écologie alors qu'au Qatar, ils créent des pluies artificielles par électrochoc pour égayer les touristes. Et en Europe, des pluies artificielles pour arroser des plantations. Donc voilà des gens qui sont toujours dans un raisonnement pervers de science sans conscience. Les messages sont d'ailleurs très nombreux ce matin, je ne pourrai pas les lire tous, vous êtes très nombreux à nous écrire, mais nous ne pourrons pas lire tous vos messages. Président Banakani, je vais accorder 1 minute à chacun d'entre vous. Je commencerai par vous poser la question, finalement, l'Occident, et sans oublier le GIEC, prévoit pour les Africains être des consommateurs et pas des producteurs. Oui, il a dit c'est une division internationale du travail qui s'accélère pour devenir une division virtuelle du travail. Oui. Parce que quand on vous parle de la 4e révolution industrielle, ben, le rôle de l'Afrique dedans, c'est quoi? C'est justement d'être... Ils n'auront même plus un réservoir de matières premières. Il est question de prendre l'Afrique aux Africains et d'exterminer les Africains. Oui. Il ne faut pas se cacher, c'est ça le projet. L'Afrique sans les Africains. Oui, oui, oui. Lorsqu'on commence à vous dire que, on va, par exemple, je vous disais ça hier, on peut dire que la charte mandingue, par exemple, patrimoine immatériel de l'humanité sauvegardé par l'UNESCO. Les naïfs rient, les naïfs sont contents. Mais c'est un crime. C'est un crime. Il ne s'agit pas d'aller garder la charte mandingue dans un musée, comme un zoo, pour curiosité touristique. C'est un truc qu'il faut appliquer aujourd'hui. On l'a démontré hier. Que c'est la charte là qu'il faut maintenant convoquer, mettre sur la table pour servir de repère pour la reconstruction des pays africains, de leur moralité, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un patrimoine immatériel. Donc ça ne sert plus. Et donc c'est le patrimoine de toute l'humanité. Comme par exemple. Et bizarrement, personne ne pratique ça. Personne ne pratique ça. Ça sera pareil. On vous dit de plus en plus, le projet écologique c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il est question de justifier la mise sur tutelle mondialiste des biens africains, en les qualifiant de patrimoine de l'humanité. Vos bassins forestiers, votre sous-sol. Parce qu'on va décréter que vous n'arrivez pas à gérer ça, et si on vous laisse, l'humanité sera en danger. Ben c'est là que c'est terrible. Vous êtes incapable de faire votre révolution verte, vous êtes dangereux pour l'humanité. Ce gouvernement mondial, on y est déjà là. On y est déjà. Regardez comment vous voyez comment on banalise la censure numérique. C'est banal, quand on parle de ça, si on rit, c'est un jeu. C'est un crime. Pendant ce temps, on fait la chasse aux dictateurs, alors que la dictature, la dictature, elle est là devant nous. Oui. Elle est devant nous. Elle dit que... Rien que pour l'émission d'hier effacée, parce qu'on a parlé justement de la charte mandingue. On fait des émissions, pendant ce temps, on pourchasse les dictateurs. Entre guillemets. Non,
C'est le mot qui en vaut. Et les Africains reprennent ça comme des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il est normal de... Cette police de la pensée qu'on met sur Internet, mais ça sort d'où? Qui a voté? Ça sort d'où cette police? Qui donne le droit, j'aime le dire, à un truc comme Zuckerberg. Hein? On ne sait pas si c'est un être humain où il sort ce machin-là, de vouloir faire la police de notre pensée. Mais ça commence comme ça. Bientôt, vous n'aurez plus sur Internet aucune pensée dissidente. Vous n'aurez plus de données quand vous n'aurez comme données que ce qu'ils auront autorisé à avoir. On y va comme ça, pour uniformiser la pensée. Vous voyez, donc, le projet, il est clair. On veut décider tous les biens de l'Afrique, toutes nos richesses vont être mis sous tutelle, mondialiste, pour le bien de l'humanité. Parce que quand on va actionner les catastrophes partout, mais tout le monde sera sous le coup de la peur. Vous voyez ce qu'on a voulu faire avec le Covid. Et malgré le fait qu'il n'y a aucun malade du Covid en Afrique, il n'y a pas de malade en Afrique, mais on nous force avec les plans sanitaires, on veut nous vacciner, on veut imposer tout ça, on veut nous rendre malades. Donc l'enjeu, il est là, le premier, il est clair. Comme je l'ai dit, je maintiens ma position, vos histoires de Jack, Dick, le GIEC. C'est quoi? GIEC. Vos bêtises là, moi ça me sert quand je vais aux toilettes, allez, ça me sert à faire ce qu'on fait quand on est aux toilettes. Docteur Yabuntiba, pendant ce temps, on va quand même dire les feux de brousse, les tempêtes, ils ont d'ailleurs donné de nombreux noms de filles à ces tempêtes qui ravagent parfois, on va le dire, des nations, des pays. C'est eux qui subissent cela, mais pourtant, ils le prédisent également sur le continent africain. Je vais vous dire deux choses. Si vous prenez l'humanité tout entière, avec la densité de la ville de New York, vous allez placer toute l'humanité dans 2 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que vous avez la densité de New York, vous prenez toute l'humanité, vous les 7 milliards d'habitants qui nous disent, hein, bon, 8, même si... 8, mon calcul est pas parti de 8, vous serez sur 2 millions de kilomètres carrés. Même si je ne suis pas très d'accord. La Terre, la superficie des continents, c'est 149 millions de kilomètres carrés à peu près. Et la superficie totale de la Terre, 510 millions. Donc, il faut savoir raison garder. Ce n'est pas parce que les gens disent une chose, ils écrivent beaucoup de livres, ils ont accès aux chefs d'État, que c'est forcément de la science. Et n'oubliez jamais, la science est une forme idéologique. C'est-à-dire que dans une société, tout cela fait partie des éléments qu'utilise une organisation, façon d'organiser le social, une certaine... la classe qui maîtrise les outils de la production de la richesse pour s'exprimer. Et donc, vous êtes en pleine lutte des classes, comme il dit, et cette lutte des classes veut que demain, la réorganisation, le re-engineering social qui est en cours, voudrait qu'on utilise l'écologie ou l'environnement, qu'est-ce qu'on veut, au point de détruire la vie d'une petite fille de 14 ans ou 15 ans, et de nous dire qu'elle est plus intelligente que la planète tout entière et connaît les enjeux mieux que nous. Donc, vous utilisez cela, et vous allez donc dire, par exemple, c'est ça qui permet, par exemple, à la France de dire à Madagascar, je ne vous donne pas les 640 000 km² des îles éparses, parce qu'on va en faire un parc marin. Et c'est ça qui permet aux Anglais, aux Américains, de contrôler 3 millions de kilomètres carrés autour de Diego Garcia, alors que ça doit revenir à un pays africain. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, c'est des luttes auxquelles nous sommes confrontés. Et si nous avons, les Africains ont pris sur eux, de faire quelque chose qui a 7800 km de long, de Dakar à Djibouti, sur 15 km de profondeur, c'est pas grand-chose. Ça fait 117 000 km², 11 millions et demi d'hectares. Mais c'était un message pour dire nous pouvons reverdir la planète et nous pouvons réduire la température de la planète sans tous vos grandes théories. Il suffit aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je vous ai dit que les histoires du GIEC, j'aime bien, ils sont sympathiques, c'est des gars souriants quand vous parlez avec eux, mais c'est un tel four à gaz que vous vous demandez s'ils sont sérieux. Vous voulez réguler la température de l'humanité, planter les arbres sur les routes de la Terre tout entière. Si vous plantez les arbres sur les routes, le long de toutes les routes, de toutes les villes de nos pays, partout dans le monde, vous allez abaisser la température. Ce n'est pas un enjeu d'1,5 degré. Vous allez abaisser la température de près de 10 degrés. Là où il fait le plus chaud. Si vous plantez simplement les arbres, on ne vous demande pas grand-chose, on ne vous demande pas le ciel. Parce qu'il faut savoir que les plus grands arbres absorbent 1 tonne de CO2. L'équivalent pratiquement d'1 km², d'1 hectare sur la mer. Mais un grand arbre, mais vous pensez que les Africains plantaient les baobabs, pourquoi?
ils plantaient tous les grands arbres là. Pourquoi est-ce que dans nos villages, vous avez l'impression que les gens plantent des arbres tout le temps? Mais c'est beaucoup plus frais. Donc vous abaissez la température de plusieurs degrés et ensuite vous absorbez un seul arbre, un seul grand arbre absorbe 1 tonne de CO2. Donc imaginez par exemple des villes, prenez seulement l'avenue du 5 juin à Kinshasa, du 30 juin à Kinshasa. C'est 5 km de long. À votre avis, combien d'arbres on peut planter dessus? Les Champs-Élysées, la 5e avenue, on peut planter combien d'arbres? Pourtant, vous voyez bien que ces avenues, Champs-Élysées, machin, 5e avenue, tous ces trucs-là, boulevard des Stades, vous voyez que c'est nu. C'est nu. Et il n'y a que le goudron qui renvoie de la chaleur. Et il faut faire certains choix de construction. Vous ne pouvez pas, particulièrement les pays en Équateur, construire des tôles en aluminium, construire avec du ciment. Du béton. Non! Avec du béton, des choses. Vous avez les rues sur lesquelles vous venez mettre du goudron. Quand vous regardez le goudron de loin à midi, qu'est-ce que vous observez? La chaleur. La chaleur. Vous voyez comment il y a un mirage. Voilà. Donc, il y a quand même des choix, et je reviens là-dessus. Nous avons fait, et je suis merci professeur Mbelek pour la définition de la technologie, nous avons fait des choix sociaux. Nous avons fait des choix technologiques, c'est-à-dire en fait des choix de techniques qui s'adaptent à notre vision du monde, à nos choix de société. Et ces choix-là sont en train de détruire le monde. Planter des arbres le long des rues, vous abaissez la température de plusieurs degrés, l'affaire de 2 degrés de plus n'existera plus. Le long des côtes, au lieu de venir faire à soi des millions de personnes détruire les côtes, donc les côtes là, les berges de la mer, et vous voulez faire, parce que vous voulez faire du tourisme, tout le monde planter des arbres, laisser les palétuviers en place. Merci docteur. Au lieu de faire ça, au lieu de planter ce qu'il dit là, ils implantent la 5G. Qu'est-ce qui est plus polluant et destructeur, intoxicant que la 5G? Non. Pour eux, c'est pas ça qui est le plus important. Bref, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'est ce que je voulais dire dans le sens d'amener mes compatriotes africains à imaginer qu'ils ont la solution entre leurs mains et qu'ils n'ont pas écouté les cris d'orfraie des gens qui n'ont rien de sérieux à nous proposer dans ce domaine ailleurs. Le GIEC. J'insiste encore là-dessus. Docteur Jean-Paul Mbelek, finalement, pour comprendre les uns les autres, le mot écologie sera aujourd'hui estampillé dans tous les pays juste pour acquérir les richesses de ces pays africains. Est-ce que ce sera le cas? Parce qu'aujourd'hui, on brandira justement l'écologie pour dire, bon, ok, on veut vos richesses. Tu veux que je réponde oui ou quoi? Oui. Bien sûr que ce ne sera pas le cas, puisque tant que nous sommes vivants, oui. On va lutter contre, non seulement lutter contre, mais je pense bien qu'on va gagner. Oui. Moi, je vois la défaite de ces mondialistes, c'est tout. Parce que là, nous ne pouvons pas le Covid, par exemple, qu'une prise de conscience des Africains, au lieu de s'endormir, quand on fait un coup d'État, on réfléchit pas, on applaudit. Je ne dis pas que celui qu'on a fait le coup d'État était bien, mais je sais que celui qui vient est mauvais. Ça, le débat. Non, je sais que celui qui vient est mauvais. Donc on gagne du mauvais. Il est mauvais multiplié par. C'est un bandit. Bon, voilà, c'est un bandit. C'est un bandit. Voilà. Donc, c'est un bandit. Alors, Cheikh Anta Diop, puisque tu as dit que pourquoi le GIEC fait quoi à l'Afrique? Pourquoi ils font des reproches à l'Afrique? Harcèle l'Afrique. Oui. Voilà. Cheikh Anta Diop disait que le combat que nous menons est partout. Même dans nos relations diplomatiques les plus feutrées. C'est clair. Voilà, monsieur qui choisissait ces mots. Donc, il n'y a pas un endroit où ces mondialistes ne font pas la guerre aux Africains. Même dans nos relations diplomatiques les plus feutrées. Regardez bien le sens des mots. Alors, autre chose. Déjà, le problème du dérèglement climatique n'existe pas physiquement. C'est impossible de régler le climat. Parce que la perturbation de l'homme est insuffisante par rapport à ce que la nature fait. Ok? Donc, ce n'est que... par contre, ce qui se passe, c'est que les perturbations de l'homme, si on ne fait pas attention, mettent en péril l'homme, mais pas la nature. Elle continuera éventuellement sans l'homme. Tu n'as aucun problème. Ok? En fait, si l'homme n'est plus là aujourd'hui, la nature reprendra ses droits. Et continue avec tous les survivants. Après, quand les dinosaures ont ramassé le gros caillou sur la tête, l'astéroïde, la Terre, elle a continué. Il y a eu d'autres vies. La preuve, nous, on est là aujourd'hui. Non, il y a eu une période de glaciation, par exemple. La dernière, c'est le Wurm. Ça a duré 10 000 ans. Oui. 20 000 ans, excuse-moi. Le Wurm, W-U, Tréma. Ça a duré, c'est le nom du personnage, ça a duré plus de 20 000 ans. En tout cas, autour de 20 000 ans. Où les températures étaient
basse, ok, où il y a eu recul comment dire, je veux dire que la nature, si elle veut créer du gel, elle crée le gel. Si elle veut créer le chaud, elle crée le chaud et c'est régulé. Parce que n'oubliez pas que l'axe de rotation de la Terre bouge. Il bascule. Oui. Hein? Ok? Il ondule. Et c'est grâce à la Lune que c'est stabilisé. En fait, c'est que si on regarde la Terre, on dit c'est extraordinaire. La vie n'est pas là pour rien. S'il n'y avait pas la Lune, mais il y aurait des dérèglements climatiques au sens vrai tous les jours. Parce que l'axe basculerait dans tous les sens. Il est stabilisé par la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est toujours le stabilisateur. Alors, autre chose. Quand les Européens arrivent ici en Afrique, j'avais commencé... Parce que moi, j'ai essayé d'être synthétique. Et dans ton émission, toi, tu fais 1h30, alors qu'il y en a d'autres, tu fais 2 heures. Tu nous mets un thème comme ça. Tu veux qu'on l'escamote, en fait. Oui. Non, je sais que tu veux pas ça. Mais bon, il faut quand même que je fasse mon coup de gueule. Voilà, c'est ça, mon coup de gueule. Bon, ok. Alors, donc, tu veux dire que quand les Européens... J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'animaux, les lions, les éléphants, vous voyez. Okay. Oui. Mais je vais rajouter autre chose. Pendant qu'ils nous harcèlent, là, même les firmes qui opèrent en Afrique et qui polluent le plus sont encore des firmes, des sociétés multinationales. Et nous, on n'en tire même pas profit, puisqu'au maximum, on n'a que 10%. Et encore. Ils ne paient pas les impôts. Ils ne paient pas les impôts. Et finalement, autre chose, pour chuter maintenant, Steve, l'écologie, quand on dit que tel procédé est écologique, regarde bien, c'est pas sûr. Quand tu regardes la chaîne de production, ce n'est pas sûr que c'est écologique. C'est la façade qui est écologique. Mais la chaîne de production ne l'est pas. La plupart du temps, ça ne l'est pas. J'ai chuté. Albert Natoula, ici, vous avez le mot de fin ce matin. Je vais résumer... Avant que tu ne clôtures, il inspire un truc qui est important, il faut dire ça aux gens. C'est-à-dire qu'il démontre comment la nature n'a pas de problème. Mais on vous dit qu'on veut préserver la nature. C'est ce qu'on dit depuis. Mais pas l'homme. Absolument. Il parle pas. Mais il faut passer dessus comme ça. Non, il faut comprendre ce qu'il dit. Attention, avant que tu clôtures, il faut que les spectateurs comprennent. Parce qu'on vous dit que ce sont les experts du jack ou du dick, du jack, machin. Ils passent le temps à nous dire depuis 20 ans, on dit non, c'est la préservation de la nature. Mais voilà un astro-scientifique, physicien, il démontre que ce qu'on sait depuis d'ailleurs, que la nature n'a pas de problème. Mais comment on veut préserver une chose qui n'a pas de problème? Alors que celui qu'il faut préserver, c'est l'homme. C'est ça. On ne le préserve pas. En fait, on veut même faire quitter l'homme de la terre pour que la nature soit préservée. Là aussi, il y a ce gros problème d'ailleurs qu'un téléspectateur soulignait tout à l'heure, qui faisait comprendre que la surpopulation mondiale est aussi la cause justement des dérèglements climatiques. Donc, ça signifie une chose simple, c'est que moins de population sur la terre, moins de... Non, disons que notre moins de problèmes climatiques également. Notre téléspectateur est dans l'erreur. Non, c'est pas le téléspectateur qui le dit, c'est les mondialistes qui le disent. Ils sont dans l'erreur. Les gens déjà... Mais je veux dire 3 choses. La première, vous avez constaté depuis de longues années que le jour que vous partez à Haïtien, dans votre forêt, on met patrimoine de l'UNESCO. Ils sont venus faire un one-man show comme ça la dernière fois à Haïtien, justement, mais vous savez ce qu'on en a fait. Il faut faire très attention. Ils pourront plus y passer. Passer par là, ne vous inquiétez pas. Ce sont des méthodes très subtiles. Nous allons très subtiles d'accaparement de nos richesses. Patrimoine classé UNESCO, faites gaffe. Il faut dès que vous les voyez, il faut les poursuivre avec les machettes. L'humanité n'appartient bizarrement à personne. On a vu comme ça 2 Chinois la dernière fois que j'étais à Haïtien. Il faut les poursuivre avec les machettes. On ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais ils avaient des appareils. Voilà. Heureusement, on leur a demandé, vous allez où? Voilà. Deuxième chose qu'il faut dire, lorsque des pays font des essais nucléaires au Sahel, est-ce qu'ils peuvent être porteurs du langage écologique? C'est pas tout à l'heure j'ai parlé. Bravo, c'est pas tout à l'heure j'ai parlé des débats sur les concepts. L'impact des essais nucléaires dans le sous-sol, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Catastrophique. Ils n'en parlent pas. Bon, est-ce que ce genre d'individu, d'interlocuteur peut être sérieux pour parler d'écologie? Du tout. La troisième chose, et ça c'est un danger, tout à l'heure c'est un peu passé sous silence, c'est-à-dire que les gars sont en train d'empoisonner la population mondiale. Il y a quelques années, on a eu le scandale Monsanto, c'est-à-dire l'agent orange, dans les aliments. Il faut faire très attention. Ça ne peut pas arrêter, hein? Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que ça fait snob d'aller manger dans leur restaurant, ils sont dans l'erreur. Même dans ces pays-là, ceux qui sont un peu plus vigilants, ils ont des potagers sur les balcons. Parce qu'ils veulent manger bio. Et je pense qu'il faut que les Africains
retourne aux fondamentaux de la culture africaine, c'est-à-dire consommer bio, sans engrais chimiques. Une maison, un jardin. Absolument. Une maison, un jardin. Un potager. Ça doit être cela le projet. Ça. Quand nous avons dit ça, et là maintenant je veux terminer par nos dirigeants qui acceptent tout et n'importe quoi parce qu'on leur fait la promesse d'ouvrir les guichets des criminels de Bretton Woods. Je pense que c'est dangereux. L'émission de ce matin, je pense, comme la plupart des autres émissions, a permis quand même d'ouvrir les esprits sur certaines choses. C'est-à-dire, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de nous parler de l'écologie parce qu'avant, nous pratiquons d'écologie chez nous. Sans agresser la nature. En maintenant la nature dans l'harmonie entre l'homme et elle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la pêche industrielle. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils décident même de bombarder les nuages pour faire pleuvoir quelque part, non. Ils font plus que finalement. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc moi, je pense que ceux qui vont aller se balader dans cette affaire-là, comme ceux qui vont aller à Montpellier, c'est une balade inutile. Ils vont aller se faire polluer une fois de plus l'esprit, puisque nous parlons, n'est-ce pas, de l'écologie. Ils vont se faire polluer l'esprit. Et bien évidemment, et gagner quelques piécettes. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Je rappelle déjà au docteur Jean-Paul Bellet qu'on a fait 2 heures. Et les 2 heures, vous voyez, sont passées inaperçues. Je le dis, c'est petit. Ou un débat comme celui-ci là, c'est petit. Non, le docteur Jean-Paul Bellet revérifie encore. Hein. Non, je dis que c'est petit. J'ai vu. Voilà. Parce que je suis en retard, mais vous commencez à peine quand je suis arrivé. Voilà. Il s'est passé 1h50. 1h50 en télévision, c'est 2 heures. Ce n'est pas 2 heures. C'est 2 heures. Je dis c'est petit. J'ai dit à mon livre, c'est petit pour un sujet pareil. Président Madakani, merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous également, docteur Jean-Paul Bellet. J'ai une pensée pour nos frères des Antilles, en particulier en Guadeloupe, parce qu'ils ont été pollués, leurs sols ont été pollués et les populations ont été mis en mal au niveau santé par le chlordécone. Voilà. Et aussi pour dire que c'est pas parce qu'on fait les mathématiques au tableau et sur le papier et qu'on fait des grosses publications et qu'on a même inventé une théorie mathématique qu'on les applique dans la vie. Et j'ai bien dit que seule la société africaine est basée sur les mathématiques. Dans les autres, peut pas être une contradiction, puisque dans leur vie, ils n'appliquent pas les mathématiques. Pensez à Haïti qui a été totalement déforesté. Vous avez complété justement les 50 pour que ça fasse 2 heures. Merci à vous, docteur Jean-Paul. Les prévisions les plus pessimistes concernant les effets du changement climatique indiquent que l'Afrique pourrait subir une perte de 47% de ses revenus agricoles d'ici à l'an 2100, tandis que les plus optimistes annoncent une perte de 6% seulement. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.